Bien, bonjour à tous. Ça y est, on va attaquer. Normalement, on a testé et vous devriez bien m'entendre. Moi, je suis Vincent Auchard à la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne vais pas être très long puisque je vais vite laisser la parole à Stéphane Labrosse pour le petit mot d'accueil. Stéphane Labrosse, qui est le président de la CAPEB Rhône et Grand Lyon, avant tout électricien. Voilà, sur ce sujet de la domotique et du smart home. On voulait, avec les partenaires des 5 à 7, vous présenter cette thématique-là, parce qu'on considère qu'il y a des enjeux, non seulement sur les économies d'énergie dans le bâtiment, mais pas que. Et du coup, Stéphane Labrosse étant électricien, ouais, ça tombait pas mal de vous faire intervenir. Alors, voilà, on est à la deuxième édition des 5 à 7 de l'éco-construction du Rhône de cette année 2021. Je vous souhaite de passer un bon moment. On a invité un certain nombre d'experts qui sont soit en direct avec nous depuis la CAPEB, derrière moi, à côté de moi, soit connectés en visio depuis Grenoble ou la région, et je les en remercie. Je laisse tout de suite pour le petit mot d'accueil Stéphane Labrosse, le président de la CAPEB de Rhône et Grand Lyon. Merci Stéphane d'avoir répondu à l'invitation. Merci de m'accueillir. On peut échanger, voilà. Voilà. Donc, bonjour à tous. C'est vrai que la domotique et le smartphone, quelle solution en faveur des économies d'énergie? C'est vrai que c'est un vrai sujet d'aujourd'hui dans différents domaines. Le développement durable est à l'origine de la création et de la croissance de nombreux marchés aussi, puisqu'il faut bien savoir que ça va être quelque chose qui va être, je dirais, promu et appréhendé par beaucoup d'artisans. L'engagement des entreprises artisanales est vraiment, je dirais, sur l'écologie et sur l'intégration de cette dimension d'économie d'énergie est vraiment au quotidien. Alors, vrai, avec toutes ces difficultés aussi, hein, on ne parlera pas de la ZFE aussi, selon les sensibilités de personnes et des entrepreneurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'effet Covid a fait une autre dimension, je dirais, de l'engagement de l'écologie. Et on le voit bien que notre planète, elle est ce qu'elle est, mais il faut la préserver et il faut qu'on lui donne l'engagement demain avec tous les moyens économique et social, parce que ça perturbe aussi, je dirais, les envies de chacun. Et c'est vrai qu'il faut donner cet engouement et on est tous, je dirais, à quels qu'ils soient les niveaux. C'est vrai que depuis une dizaine d'années, il y a donc avec nos partenaires 5 à 7, je dirais, différentes corporations hein, et je dirais d'envie comme la CMA du Rhône, la BTP du Rhône, la CAPEB, le FIBOIS, l'ensemble Info Énergie du Rhône, l'association ESPUL, la direction départementale des territoires, l'agent qualité et construction et vraiment l'ensemble des acteurs des 5 à 7 depuis des années. Et en préambule de cette deuxième édition, je vous dirais que c'est un vrai engagement de tout le monde et plus demain parce que je dirais que c'est au quotidien pour la suite à donner sur l'ensemble des matériaux, des technologies. Il y a des startups qui sont présentes et qui nous donnent envie de faire une vision, je dirais, de l'économie d'énergie et surtout la domotique et qu'aujourd'hui, on est connecté avec le smartphone. Alors, on était connecté avec, je dirais, le téléphone. On a des applications et aujourd'hui, on utilise tout ça pour donner de l'économie d'énergie. Et donc, je laisse la parole à l'ensemble des acteurs et je dirais pour vous donner cette vision et cette envie d'aller plus loin. Merci. Merci Stéphane, ouais, pour cette introduction. C'est vrai que à côté de moi, il y a des co-organisateurs. Les 5 à 7 de l'éco-construction, c'est un certain nombre de partenaires qu'a cité Stéphane. Je le remercie. À côté de moi, là, pour aujourd'hui, il faut bien des pilotes et des copilotes pour chaque édition. Il y a Cécilia Michaud de la Chambre des métiers du Rhône et puis Julien Quentin de la DDT du Rhône. Et vous voyez à l'écran l'ensemble des partenaires et des appuis techniques pour organiser ces 5 à 7. À chaque fois, c'est un gros boulot. Et du
coup, bon, voilà, on espère que ça vous conviendra. Parce que bon, nous, on n'est pas les intervenants, on va laisser la place aux experts, mais il y a un petit peu de logistique derrière et on a su s'adapter, je crois, c'est pas pour nous lancer des fleurs, mais à ce contexte sanitaire un peu particulier, en organisant des choses également en visio. Avec plus de monde connecté, et du coup, bah, c'est tant mieux, même si c'est pas pareil. Alors bon, on va rentrer dans le vif du sujet parce que vous me voyez moi, c'est bien beau, mais c'est moins intéressant que d'écouter Emmanuel François, qui est le président de Smart Building Alliance et notre premier intervenant. En fait, Emmanuel François, je le remercie aussi déjà parce qu'il nous a bien aidé à organiser cette édition-là. Et il voulait nous parler, et je crois que c'est une personne bien placée pour simplement nous donner des définitions, nous dire de quoi on parle, parce qu'on est censé s'adresser à l'ensemble des acteurs de la filière. Bon, quand on dit domotique, on voit à peu près, smart home un peu moins. De quoi parle-t-on? Quelles sont les définitions? Et puis, faisons le lien avec ce que ça peut apporter en termes d'économie d'énergie dans le bâtiment, voire même d'autres enjeux environnementaux soulevés par cette question-là. Voilà. Je laisse la place à Emmanuel François. Bien, merci Stéphane, merci Vincent pour cet accueil. Je suis très heureux d'être ici sur mes terres, sur nos terres, pour parler justement de smart building, smart home et puis occasionnellement de domotique. Tout d'abord, en fait, un constat. Un constat, c'est qu'aujourd'hui, comme Stéphane l'a dit, on est arrivé, je dis un peu plus brutalement, on est arrivé aux limites de notre système. On est arrivé aux limites de notre système et en fait, on ne peut plus aller plus loin du fait du réchauffement climatique, des problèmes sociaux, économiques, etc. On ne peut plus se cacher. On ne peut plus se cacher, oui. Et en fait, cela passe par une refonte de nos modèles, modes de vie, à 180 degrés. Voilà. Il faut le savoir, il faut le dire à nos enfants. Et ça passe par de nouveaux modèles, de nouvelles activités. On voit qu'on change d'activité, on travaille différemment, on enseigne différemment, on soigne différemment. Toutes nos activités humaines sont en train de changer. Or, ces activités humaines, on les fait souvent dans des bâtiments. Donc, en fait, ce que je veux dire là, c'est que nos activités changent et c'est une bonne chose parce que de toute façon, il faut changer nos modèles, nos modes de vie et ça passe par les bâtiments et les villes. Et ça passe notamment par une utilisation raisonnée du numérique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va le voir, il faut optimiser les ressources. On ne peut plus avoir des espaces, des bâtiments qui sont utilisés que 30% du temps ou des véhicules qui sont utilisés que 5% du temps et qui prennent 50% de l'espace urbain. C'est plus possible, c'est plus durable. Le télétravail, le covoiturage, par exemple. Par exemple. Et donc, ce que je veux montrer, c'est que le numérique peut être une réponse ou un outil pour apporter une réponse à ces mutations de société, où tout citoyen, tout bâtiment, toute mobilité, tout territoire, tout équipement, toute infrastructure est connecté, et pas seulement connecté communicant, mais connecté en temps réel et interagit en temps réel. C'est ça qui était énorme et c'est ça qui est fondamental. C'est-à-dire qu'en fait, je vais piloter mon énergie, par exemple, en temps réel. Je ne vais pas attendre qu'un opérateur d'énergie me donne une information 24 heures ou un mois après. C'est plus possible. Il faut que je sache en temps réel et surtout si, par exemple, demain, je suis dans du service et que j'ai une borne de recharge que j'ai investie et que je vais mettre à disposition de mon voisin, eh bien, il faut que je puisse lui dire « tu es resté tant de temps, ça va te coûter tant ». Il ne faut pas que j'attende effectivement d'avoir une facture dans un trimestre pour le facturer. Ça ne marchera pas, vous voyez. Et c'est juste cet exemple que je vous donne. On voit que tout est lié. On est dans une approche systémique. Systémique. Et donc, c'est une introduction à ce que je vais dire domotique versus smart home. Domotique, effectivement, c'est par exemple, j'ai une ampoule connectée et je m'amuse à la faire connecter, à la faire commuter, etc. Smart home, c'est que mon ampoule, elle est liée avec tout un ensemble. Et donc, en fait, par exemple, mon ampoule, elle va se mettre en rouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, le taux de CO2 que j'ai capté via un capteur, eh bien, va me donner une information et dit, ben voilà,
j'interagis et je donne une information et le taux et mon ampoule va être en rouge. Vous voyez, donc là, ça c'est de l'interaction. C'est plus de la domotique, c'est du smart home. C'est-à-dire qu'on a tous les équipements sont interconnectés et interagissent suivant des scénarios qu'on a prédéfinis ou encore plus suivant des algorithmes basés sur de l'intelligence artificielle. Donc, on est loin effectivement de ce qu'on appelait la domotique. Je ne critique pas la domotique, mais je dis aujourd'hui, il y a deux mondes. Il y a la domotique, celle que l'on trouve notamment chez les grandes enseignes. Et après, il y a le smart home qui est, je l'espère, votre atout pour apporter des services multiples aux citoyens, aux usagers. Alors, juste un petit rappel, et Vincent, tu es le timekeeper, un petit rappel sur les grandes mutations qu'on a vécues récemment. Le téléphone filaire, aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps, on avait encore ça chez nous. Et bon, après, il était sans fil, mais il était un peu quand même similaire. Aujourd'hui, on n'a pratiquement plus ce type de téléphone, on n'a que des smartphones. Et ces smartphones, en fait, ce n'est pas le smartphone qui a de la valeur, c'est toutes les applications, comme l'a dit Stéphane, qui sont embarquées. Eh bien, excusez-moi, ça va vous choquer, mais aujourd'hui, on a la même mutation sur les équipements, et notamment sur l'interrupteur. Pour moi, l'interrupteur, c'est comme malheureusement le téléphone. C'est la préhistoire, c'est le mammouth de l'installation électrique. Parce qu'effectivement, on voit qu'aujourd'hui, il y a des interrupteurs sans fil, je préfère sans fil, autonomes donc, et qui vont transmettre une donnée. Et en fait, qu'est-ce que je veux expliquer par là? Eh bien, en fait, j'en ai un dans ma poche. J'appuie sur mon interrupteur. Bien sûr, j'ai un récepteur allumé qui est interconnecté avec une ampoule. Mais il peut être interconnecté avec un réseau. Et en fait, derrière, il y a un système informatique. Et ce système informatique va dire, j'ai reçu une donnée. La donnée me dit qu'il faut que j'allume cette ampoule, ou allume toutes les ampoules, ou baisse les rideaux, ou mettre ma maison en veille, ou encore autre chose, appelle l'ascenseur parce qu'en fait, je suis handicapé, je sors de chez moi et effectivement, j'aimerais bien que l'ascenseur soit là tout de suite. Ou encore, tout à fait différemment, il y a une urgence, j'appelle l'urgence, ou etc. Je suis tombé et j'appelle. Vous voyez, donc c'est des choses qui sont différentes. Et en fait, ce qui peut se passer, c'est que c'est prédéfini, mais ça peut être contextualisé. C'est-à-dire qu'effectivement, on détecte une chute et j'envoie une information. Bref, vous voyez qu'en fait, on est très loin de ce que vous faites aujourd'hui, de relier. Vous me dire que mon métier va changer. Exactement. Ah oui. Et donc, c'est parce que. Mais non, justement, si vous avez affaire, parce qu'en fait, c'est réfléchir aux besoins des usagers et en fonction de ces besoins, avoir des définitions de cas d'usage. Je pourrais peut-être comparer ça au garagiste. Exactement. Je ne voulais pas le dire, mais c'est ça. Et oui. Le métier de garagiste n'a pas disparu. Tout à fait. Mais effectivement, il y a des concessionnaires qui travaillent sur l'électronique et ensuite, vous avez des carrossiers. Voilà, par exemple, ou qui changent des pneus, etc. Mais vous voyez, les métiers sont en train de changer. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas passer à côté du fait que l'électronique, l'informatique plutôt, s'invite dans tous les équipements. Alors, vous allez me dire, mais vous parlez d'objets connectés. Et aujourd'hui, je vais chez Auchan, Boulanger, Leroy Merlin. Je trouve les mêmes objets. Vous me parlez d'un interrupteur connecté, sans fil, sans pile. Je le trouve chez Leroy Merlin. Et donc, quelle est ma valeur ajoutée dans ces cas-là? Parce qu'en fait, il coûte même moins cher chez Leroy Merlin que moi, je vais le facturer parce que quelque part, il faut que je vive. Eh bien, en fait, ce que je veux expliquer, c'est que la valeur, et on va revenir là-dessus, elle n'est plus forcément sur le produit, mais sur le service qu'on va apporter autour du produit. Et ça, ce n'est pas Leroy Merlin qui va l'apporter. Et non, pas du tout. C'est vous, avec votre intelligence et votre service, 24 heures sur 24, comment vous allez le concevoir et comment vous allez faire interopérer tous les systèmes entre eux. Et donc, c'est ça aussi le Smart Home, c'est cette évolution des systèmes entre eux. Alors, je vais passer là-dessus, simplement pour vous montrer qu'aujourd'hui, on est déjà… Enfin, les objets connectés, ça existe. On n'est pas 100%, vous voyez, c'est entre 15 et 33%. Le plus important, c'est le chauffage. Mais petit à petit, on voit que tout est en train d'intégrer de
de l'informatique. Tous ces objets, il faut qu'on arrive à les vendre par l'artisanat, de la valoriser et donner cette envie au lieu de passer par ces GSB. Je suis complètement d'accord. En fait, tous ces objets, effectivement, il faut les englober dans un service. Et c'est, en fait, on ne va pas vendre un produit, on vend un service qui intègre des équipements. Et surtout, et ça on va le voir justement là, ces objets, ils ne sont plus dédiés à une seule fonction. C'est-à-dire que mon interrupteur, même s'il coûte un tout petit peu plus cher que l'interrupteur filaire, mais et encore, parce qu'une fois que s'il est sans fil, vous le collez, avec la main-d'œuvre, ça sera pratiquement pareil. Mais ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est de dire qu'on apporte un concept et une fonction multifonction. C'est-à-dire qu'effectivement, l'interrupteur ne va pas servir uniquement à l'éclairage, mais aussi au volet roulant, etc. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Et ça, Monsieur Martin, qui achète ses interrupteurs chez Leroy Merlin, il ne pourra pas le faire lui-même. Tout à fait. Voilà. Et donc, ce qui est important, c'est qu'hier, on avait des verticales. Alors, je n'ai pas mes lunettes, mais je vais les mettre. On avait des verticales sur la voie, l'éclairage, l'alarme, etc. Et chaque métier était focalisé là-dessus. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, il y a une interaction. Et c'est cette interopérabilité. Alors, je passe là-dessus, mais ce que je vais montrer ici, c'est qu'en fait, c'est transversal. Vous avez les courants forts, les courants faibles, le CVC, voilà. Et en fait, l'informatique est partout. Voilà. Et donc, ce qui est important, c'est de faire le lien entre ça. Et donc, vous allez me dire, mais moi, je n'ai pas cette compétence informatique. Et comment je peux l'avoir? Alors, effectivement, soit vous l'acquérez, c'est quand même pas très compliqué. Enfin, je ne veux pas exagérer non plus. C'est une compétence. C'est un métier. Mais vous pouvez également travailler conjointement avec quelqu'un qui a cette compétence. C'est ce qui existe notamment, et c'est ce qu'on porte à la SBA avec les intégrateurs ou les AMO Smart qui viennent en complément d'acteurs comme des artisans qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas aujourd'hui intégrer cette compétence directement, mais qui restent l'interlocuteur privilégié du client et qui peuvent effectivement leur apporter cette compétence. Alors, ce que je veux montrer aussi, ce qui est important, c'est qu'en fait, tout interagit et on ne peut plus maintenant raisonner uniquement un métier, par exemple l'éclairage, le chauffage, l'accès, mais c'est qu'il faut raisonner aussi à l'échelle du quartier ou à l'échelle du bâtiment. Pas déjà du bâtiment, mais ensuite du quartier. C'est global. Ah, et vous voyez, ça devient plus compliqué. Effectivement, borne de recharge, on ne va pas avoir des bornes de recharge dans chaque maison individuelle. On va avoir une borne de recharge qui va être mutualisée à l'échelle plutôt d'une résidence ou d'un quartier ou d'un immeuble collectif. C'est un vrai changement parce qu'en fait, on est dans l'usage, on n'est plus dans la propriété. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut avoir cette approche transversale. Alors, le temps passe. Simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a des acteurs comme Bouygues Immobilier, comme Bouygues Construction, qui ont déjà passé ce cap du Smart Home il y a déjà 5 ans. Non, c'est peut-être pas 5 ans, c'est 3 ou 4 ans. Mais aujourd'hui, vous voyez, il y a déjà 30 000 logements connectés, 500 000 objets connectés qui sont déployés. Et ça tourne. Et aujourd'hui, ça continue de déployer. Et il n'y a plus que Bouygues Immobilier, il y a d'autres acteurs comme ICAD, comme aussi Maison France Confort, ça a changé de nom, mais qui vont vers ces solutions-là. Mais des solutions qui sont ouvertes, interopérables. Et c'est ça qui est très important. C'est qu'en fait, au-delà du passage de la domotique au smart home, il y a des fondamentaux. Et des fondamentaux, c'est cette couche informatique. Et c'est surtout les notions d'interopérabilité et d'ouverture des données. Pour que mon interrupteur puisse commander plusieurs systèmes, eh bien, il faut qu'il envoie une donnée qui soit standardisée et qui puisse être interprétée par un système qui puisse l'interpréter de manière ouverte et interagir avec d'autres systèmes de manière simple, sans avoir X passerelles ou X gateway, comme on dit. Et enfin, il faut qu'effectivement, quand on a des passerelles, il faut qu'on puisse connaître les interfaces de connexion. C'est ce qu'on appelle les API, les Application Programming Interface. Vous allez me dire, c'est du chinois. Eh bien, c'est peut-être le seul mot chinois, entre guillemets, que je vous aurais donné aujourd'hui, mais c'est fondamental. On ne parle pas aujourd'hui de protocoles. Les protocoles, c'est important aussi, mais c'est surtout
ces fameux API, un API d'une chaudière, un API d'un contrôle d'accès, un API d'un système d'éclairage. Et c'est ces API qu'il faut connaître. Si vous les connaissez, si vous les savez les gérer, c'est là où vous apportez votre valeur. Parce que grâce à cette maîtrise, vous allez permettre à des systèmes hétérogènes de fonctionner entre eux et d'interagir entre eux. Et c'est là où vous apportez une vraie valeur, un service qui permet de ne plus avoir cette fonction verticale mais transversale. Je dois passer maintenant, puisque le temps passe. Là, c'est simplement l'architecture d'un bâtiment connecté. Et vous voyez qu'on est loin de la domotique. La domotique, c'est ce qui est en vert. C'est la box Internet qu'elle a achetée chez un opérateur télécom et surtout qu'elle a ensuite acheté chez la box domotique qu'elle a achetée par exemple chez Leroy Merlin ou un autre, ou plutôt même chez Google ou chez Amazon, pour ne pas citer de noms français. Eh bien, en fait, ce qu'on dit aujourd'hui à la SBA, c'est qu'il y a aussi un système central à l'échelle du bâtiment et qui va venir globaliser les données de tous les équipements du bâtiment, privatifs et communs, pour un pilotage intelligent du bâtiment, à commencer par l'énergie. Parce qu'effectivement, on ne peut plus raisonner simplement à l'échelle d'un bâtiment, il faut raisonner à l'échelle d'un quartier, mais ça commence par pouvoir dire à Madame Martin ou à Madame Dupont, aujourd'hui, vous ne pouvez pas mettre en marche votre four en même temps que vous chargez votre véhicule, et ceci à l'échelle de tout le bâtiment. Ça ne marchera pas. Et donc, il faut qu'il y ait un système en bas qui permette d'arbitrer. Et ça ne peut pas être non plus un opérateur énergétique, même si c'est EDF. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est multi-réseau. Vous allez avoir des réseaux d'énergie, vous allez avoir du photovoltaïque, vous allez avoir plein de systèmes. Et donc, là, on parle que d'un opérateur qui est relié à des centrales nucléaires. Donc, ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis qu'il faut cette intelligence du bâtiment avec l'intelligence des données. Et j'ai pris l'énergie, mais ça peut être la santé, ça peut être la sécurité et tout. Voilà, donc ce que je voulais vous dire pour conclure, parce que le temps passe, c'est que le bâtiment devient une plateforme de services avec des tas de services. Et la SBA aujourd'hui, qui est partenaire de CAPEB, essaie de définir maintenant ses services. Et parce que c'est ces services qui vont valoriser le bâtiment. Et c'est grâce à ces services que vous allez valoriser votre intervention ou vos interventions et votre relation avec le client. Je vais passer là-dessus, mais simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des nouveaux métiers et des nouveaux modèles économiques. Le nouveau métier, c'est que vous êtes le tiers de confiance de votre client, c'est-à-dire qu'il y a de l'informatique et il faut effectivement qu'il ait confiance en vous. Et ensuite, le modèle économique, c'est de dire, vous avez besoin de services, eh bien, je suis votre garant du service. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous garantir 20% d'économie d'énergie. Je vais vous garantir de l'assistance à personne dépendante. Et en fait, j'apporte un service et plutôt que d'installer une solution et de laisser le client se débrouiller, vous apportez éventuellement une installation que vous facturez, mais surtout derrière un service qui permet de garantir le service 24 heures sur 24. Et c'est comme ça que vous allez gagner surtout votre vie. Et je pense que c'est ce qu'on tous, nous, usagers, ce qu'on attend de vous. Voilà, et ensuite, demain, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on va vers des microgrids. Et donc là, c'est un vrai changement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des centrales nucléaires qui fournissent une région ou un territoire. On aura toujours ça. Mais on va avoir aussi du local, production, stockage, panneaux photovoltaïques. Et là, c'est vous aussi qui allez intervenir. Parce qu'il faut que vous soyez le garant de cette bonne fonctionnement entre du local et du central. Pareil pour l'eau. On va avoir 2 réseaux d'eau. J'en suis sûr, d'ici 10 ans, on va avoir de plus en plus 2 réseaux d'eau, comme il y a à Grenoble sur le nouveau bâtiment de Bouygues. Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir changer les canalisations avec un réseau d'eau potable et un réseau d'eau d'usage. Et pareil pour les déchets. Vous voyez, donc on va vers un nouveau monde et c'est vous, artisans, qui allez être l'artisan de ce nouveau monde. Merci. On s'aperçoit que c'est quand même passionnant. Il y a de nouveaux mondes qui s'élargissent. Et il est vrai que c'est important de faire cette mutation avec l'artisanat. Exactement. Et pas la GSB. J'en défends fortement. Et je serai proche de tous ces acteurs-là
pour qu'on puisse, en tant qu'artisan, être un acteur aussi proche de nos clients. Merci. Merci. Ouais, merci, monsieur François, Emmanuel François, et merci de vous être pour cette introduction et puis de vous être mis à la place effectivement de l'entreprise artisanale du bâtiment en évoquant les enjeux de demain, les marchés de demain, enfin de tout de suite en fait, d'aujourd'hui. Vous savez, Cécilia vous l'a dit dans le chat, vous avez la possibilité, on laissera des temps pour retranscrire les questions qui sont posées dans le chat. On ne laissera pas forcément la parole. Bon, c'est le défaut de la visio puisque vous êtes 35 connectés, voire un petit peu plus maintenant. Mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je laisse tout de suite la parole à Thomas Gauthier parce qu'il a un timing un peu serré, je crois. Il est directeur général de Nodon. Et Nodon, sa particularité, il va mieux en parler que moi, c'est pour entrer dans cette deuxième partie de description de ce qui existe sur le marché en tant que logiciel et équipement domotique. Il est en capacité de présenter des produits radio pour le logement connecté, le bâtiment connecté. Comment, Thomas Gauthier, bonjour, ces produits radio peuvent aider à la gestion de l'éclairage, des équipements électriques et de l'énergie dans le bâtiment. Normalement, vous avez la main sur vos slides. Je sais pas. J'ai l'impression que je peux aller en avant, mais pas forcément en arrière. Mais pour vous. Ouais, non, j'ai pas l'impression d'avoir la main sur les slides. Vous êtes co-animateur, mais c'est pas un problème. Vous me dites. Ouais, ça marche. Bon, merci à tous. Merci Emmanuel pour l'intro. Donc je vais aller un peu vite effectivement parce que je suis un peu pris par le timing, je m'en excuse. Donc moi, je vais vous parler un peu plus effectivement des solutions matérielles et logicielles pour répondre un peu aux enjeux du smart home et du smart building, comme l'a explicité Emmanuel. Donc déjà, ces enjeux, ils ne sont pas les mêmes selon qu'on est dans la maison, le bâtiment ou dans le bureau. Dans la maison, on va chercher plutôt de la gestion des énergies, du confort et de la simplicité pour rendre la vie plus simple des usagers. Dans le bâtiment, on va aller chercher de la gestion des énergies aussi, mais aussi et surtout de la gestion des espaces et une maîtrise et une exploitation à distance des bâtiments. Et dans les bureaux, on va plus chercher de la flexibilité, du confort et surtout, et Emmanuel l'a bien rappelé, de l'optimisation de l'espace. On va passer au slide d'après. Donc, c'est quoi les solutions matérielles pour répondre à ces enjeux? C'est ce que je vais essayer un peu de vous dépeindre ici, parce qu'effectivement, vu de loin, on peut se dire, et Emmanuel en a parlé aussi, c'est de l'informatique, c'est compliqué, j'y comprends rien. Comment je vais m'y adapter? Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça, et il y a des gens qui sont experts sur le marché, qui sont là pour vous accompagner. On va passer au slide d'après. Donc déjà, une grande question qui se pose, surtout vous en tant qu'artisan, en tant qu'électricien, c'est est-ce que j'utilise des technologies filaires? Est-ce que j'utilise des technologies radio? Dans quel cas j'utilise l'un? Dans quel cas j'utilise l'autre? Donc, à l'échelle d'un bâtiment, comme on a vu sur un des derniers slides d'Emmanuel, c'est pas stupide de se dire qu'on a une structure filaire qui parcourt l'ensemble du bâtiment et qu'on a ensuite, sur les 30 ou 50 derniers mètres, des actionneurs et des capteurs radio pour agir sur les fonctionnalités de la maison ou récupérer de la donnée. Donc là, on peut trouver une solution un peu hybride entre le filaire et la radio. Slide d'après, s'il vous plaît. Au niveau de la maison, au niveau du bureau, au niveau du bâtiment, et là, je le dis sans rougir, on est aujourd'hui dans l'ère du sans fil et il y a un intérêt indéniable à utiliser des technologies sans fil pour ces applications. Pourquoi? Parce que les technologies sans fil sont bien plus flexibles que les technologies filaires, et on va le voir plus tard. Elles sont au moins aussi intéressantes, voire plus intéressantes économiquement que les technologies filaires, dans les fameux 30 ou 50 derniers mètres. Et chose qui est nouvelle, on va dire, et qui n'est pas forcément connue de tous, aujourd'hui, les technologies sans fil sont tout aussi fiables et tout aussi pérennes que les technologies filaires. Et c'est l'objet des prochains slides, et je vais revenir là-dessus.
Donc, pour aborder un peu ces technologies radio, j'aime bien parler un peu de technique et de parler un peu des architectures, parce qu'on entend plein de choses autour des technologies radio. C'est fiable, c'est pas fiable, le filaire c'est mieux, le filaire c'est moins bien. Ce qui est très important de se poser comme question, c'est les architectures liées à ces bâtiments et liées aux technologies radio. Donc, la première architecture, qui est extrêmement basique, qu'on appelle l'architecture point à point, c'est j'ai deux objets qui communiquent en radio. Soit ils utilisent un protocole dit pas interopérable, donc il faut que ces deux objets soient de la même marque, un interrupteur et un récepteur qui permet de piloter la lumière ou le volet roulant, par exemple. Et dans un cas où le protocole est dit interopérable, on peut utiliser un interrupteur d'une marque avec un récepteur d'une autre marque. Un interrupteur Schneider qui actionne un récepteur Nodon, par exemple, ou un récepteur Legrand, ou quoi qu'il arrive. Donc, des premières architectures, l'architecture point à point. Deuxième architecture, qu'on appelle gateway centric, chez nous, et globalement, c'est le terme qui est souvent utilisé. C'est une architecture où les objets vont plus communiquer l'un avec l'autre, mais où les objets vont tous communiquer avec une sorte de cerveau des opérations, qui est la passerelle, qui est la gateway, qui est disponible chez votre fournisseur de matériel électrique préféré, qui est disponible en GSB, qui est disponible au travers de fournisseurs de matériel informatique. Tout est envisageable. Donc, dans cette architecture, l'ensemble des objets remonte de la donnée à la passerelle, qui, elle, a une intelligence plus importante que les objets eux-mêmes et peut gérer des scénarios, peut faire ce qu'Emmanuel appelle du smart home, de gérer la couleur d'une lumière sur la base d'une information d'un capteur de pollution ou ce genre de choses. Et la gateway a une troisième fonction qui est de connecter le bâtiment ou le logement avec le monde extérieur, soit pour le piloter à distance, soit pour faire de la maintenance prédictive ou de la maintenance à distance ou de l'opération du bâtiment, comme on dit dans le milieu. Donc ça, c'est la deuxième architecture. Et la troisième architecture qu'on retrouve très souvent, qui est dit l'architecture cloud to cloud, alors qui est souvent l'architecture préférée des gens qui aiment bien décrire les technologies radio, c'est la technologie où l'ensemble des objets dans la maison ou dans le bâtiment sont connectés à Internet. Les données sont remontées au niveau du cloud. L'ensemble des interactions se fait au niveau du cloud. Il y a des API, comme l'a explicité Emmanuel avant. Et ensuite, les informations redescendent au niveau des objets et les objets agissent en fonction de ces informations qui viennent du cloud. Donc, voilà la troisième architecture. Si on peut passer à la slide d'après. Donc, pourquoi je veux parler des architectures? Parce que ça permet de définir un peu le cadre de ce qu'on veut faire. Il n'y a pas une architecture qui est meilleure que l'autre. Il y a des architectures qui dépendent des besoins que vous avez dans les bâtiments que vous allez installer et que vous allez opérer. Et il y a notamment un sujet qui est extrêmement important quand vous faites de la maison, du bâtiment ou du logement connecté, c'est la résilience. La résilience, c'est quoi? C'est la capacité à une installation de résister à des pannes. Donc, nous, on les classe en 3 niveaux. Le niveau 0, si j'ai plus d'accès à Internet, il n'y a plus rien qui marche, mon logement ne fonctionne plus. Donc là, on est dans une architecture pure cloud to cloud. Si j'ai plus Internet, il n'y a plus rien qui marche. Le niveau 1, si je n'ai pas accès à Internet, ce n'est pas grave, j'ai une gateway dans le logement. Comme dans l'architecture gateway-centrique. La gateway gère l'ensemble des opérations au travers de l'intelligence embarquée et je récupère l'ensemble des fonctionnalités de la maison. Par contre, si je n'ai pas de gateway, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, on arrive ensuite au dernier niveau, qui est le niveau 2. Donc là, je n'ai pas d'accès à Internet, ce n'est pas grave, ça fonctionne en local via l'architecture gateway-centrique. J'ai plus de gateway parce qu'elle tombe, parce qu'il y a une panne quelconque. C'est pas grave, les objets sont capables de communiquer les uns avec les autres parce qu'on est sur du protocole interopérable et donc il y a une architecture et un fonctionnement point à point. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la résilience, c'est une question qui est hyper importante à vous poser quand vous installez un bâtiment ou un logement et qu'aujourd'hui, avec les technologies radio disponibles sur le marché, une installation avec une résilience de niveau 2 est équivalente en termes de fiabilité et de pérennité que n'importe quelle installation filaire que vous avez toujours installée. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Ça ne veut pas dire que l'ensemble des fonctionnalités de la maison ou du logement ou du bâtiment doit utiliser un niveau de résilience numéro 2. Il faut se poser la question du besoin.
Par exemple, un système qui gère l'ouverture des volets roulants en fonction de la luminosité extérieure. S'il n'y a pas Internet ou si la gateway elle tombe pendant une journée, ce n'est pas grave si ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas une fonction vitale du logement. Par contre, être capable d'allumer la lumière, être capable de monter et descendre les volets roulants, ça, il faut que ça fonctionne quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Donc, du coup, vous allez adapter le niveau de résilience aux besoins et ça va vous créer une solution qui est complètement hermétique à quelconque panne. Donc, voilà, ça, c'était un point sur lequel je voulais venir, qui est assez important et qui permet de recentrer un peu les technologies radio au sein de la smart home et du smart building. Du coup, quand on parle de techno-radio, vous l'avez forcément entendu, ou vous allez l'entendre, on parle souvent de protocole radio. Vous allez dire c'est lequel doit prendre, c'est quoi le bon, quels sont les critères, et ainsi de suite. Donc il y a 2 critères principaux que je veux vous recommander ici. Le premier, c'est d'utiliser un protocole interopérable. Pourquoi utiliser un protocole interopérable plutôt qu'une solution clé en main fournie par votre fabricant préféré? Parce que si demain, votre fabricant, vous avez besoin d'une fonction dans le logement, je ne sais pas, vous avez commencé par piloter des volets roulants, vous voulez piloter du chauffage, mais la solution que vous propose votre fabricant préféré n'intègre pas du matériel pour piloter le chauffage, vous êtes bloqué. Vous devez installer un 2e silo à côté du silo volet roulant qui est un silo chauffage, puis un silo éclairage. Si demain vous utilisez des technos interopérables, vous allez pouvoir mutualiser l'ensemble de ce besoin. Si on prend un exemple, ou un protocole interopérable, je vois une remarque, ou un protocole ouvert, effectivement, c'est la même chose. Un protocole interopérable et protocole ouvert, en tout cas dans mon vocabulaire, c'est la même chose. Je prends un exemple, vous installez un système de gestion de volets roulants dans un lycée, parce que c'est un client qui est venu vous voir, il a besoin de piloter les volets roulants. Vous allez lui installer un système avec des interrupteurs, des actionneurs de volets roulants, des gateways pour gérer des scénarios, pour ouvrir les volets automatiquement, fermer les volets automatiquement le soir quand il n'y a plus d'élèves dans les classes. Ça va coûter, j'en sais rien, vous vendez ça 15 000 € à votre client. Demain, votre client, il veut gérer aussi l'éclairage. Si vous êtes sur un protocole fermé, vous allez lui dire le volet roulant, c'était 15 000, l'éclairage, ça va être 15 000 aussi. Sauf que si vous utilisez un protocole interopérable, effectivement, le volet roulant va bien coûter 15 000, mais vous allez créer toute la structure du bâtiment, l'intégralité de la structure du backbone, comme on dit, connecté du bâtiment, et rajouter l'éclairage, ça va coûter peut-être 500 000 € de plus, puis le chauffage, 500 000 € de plus, voire même, comme le disait Emmanuel, ça va être un abonnement. Si vous voulez la fonction éclairage, il y a un abonnement à payer tous les mois. Si vous voulez la fonction chauffage, un autre abonnement à payer tous les mois. Donc, du coup, l'interopérabilité, elle permet vraiment de rendre le logement le plus évolutif ou le bâtiment le plus évolutif possible. Slide suivante, s'il vous plaît. Ensuite, autre critère très important, c'est de choisir un protocole dit low power, voire sans pile, parce que ça existe. Pourquoi je vous encourage à utiliser ce type de protocole? Déjà parce qu'une des critiques qu'on fait de la radio, c'est de dire oui, mais qu'est-ce qui se passe quand j'ai plus de piles, quoi que ce soit. Tout à fait d'accord avec vous. Pour moi, il ne doit pas y avoir de piles dans le logement. Ce n'est pas parce qu'on utilise des technologies sans fil qu'on doit forcément utiliser des technologies avec piles. Autre point important, c'est que le smart home, la domotique deviennent des marchés de masse. Des marchés de masse, ça veut dire que la personne qui installe n'est pas forcément la personne qui utilise. Quand vous installez un interrupteur chez vous, des objets connectés, c'est vous qui les installez, vous savez qu'il y a une pile dedans, et du coup, vous savez qu'il faut la changer un jour. Par contre, si demain, vous achetez un logement Bouygues ou je ne sais quelconque promoteur immobilier, vous n'en avez aucune idée qu'il y ait des interrupteurs connectés, des solutions connectées avec des piles, sans piles ou quoi que ce soit. Donc, du coup, il faut que votre solution elle soit pérenne dans le temps. Et si vous voulez utiliser les technologies radio pour tous les avantages que ça a de flexibilité, de pérennité, et on reviendra dessus après, il faut que vous ayez un niveau de maintenance équivalent à une technologie filaire, à des réseaux filaires. Et donc, du coup, l'utilisation de techno très basse consommation, voire autonomes en énergie, qui viennent récupérer l'énergie du monde extérieur. Donc voilà un autre sujet très important. On se dit que vous avez 5 minutes, Monsieur Gauthier, ça vous convient? Parfait.
Donc, et voilà, ça me permet de conclure sur les deux sujets qui sont plus en lien avec cet événement. Donc déjà, quel est le lien entre smart home, domotique et éco-construction? Donc, avec la petite phrase en dessous, comment gérer facilement les contraintes de l'éco-construction. Donc, par contrainte, ce n'est pas le sens péjoratif du terme, on va dire l'éco-construction impose des règles. Et l'idée, c'est de voir comment la domotique et le smart home permettent de résoudre facilement ces attentes de l'éco-construction. On peut passer au slide d'après, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc, on va dire les grands principes de l'éco-construction. Le premier, c'est limiter les matériaux de construction. Ça tombe bien, on utilise des technologies radio, donc on a moins de câbles à tirer, donc on vient limiter les matériaux de construction. Et vu qu'on utilise aussi des interrupteurs la plupart du temps qui sont sans fil et sans pile, on simplifie le positionnement et donc l'utilisation de matériaux divers et variés. Deuxième avantage et critère très important de l'éco-construction, anticiper les évolutions futures du bâtiment. Si vous utilisez les technologies filaires, bouger un interrupteur, c'est des travaux, c'est de la poussière. En gros, le bâtiment, très souvent, on va le remettre à sec à l'intérieur, on va tout recommencer parce que ça va beaucoup plus vite. Si vous utilisez des technologies radio et l'objectif, c'est de réagencer une pièce, réagencer un bureau, qu'il faut prendre l'interrupteur et au lieu de le mettre là, il faut le mettre là, vous le prenez et vous le mettez là, terminé, c'est fini. Vous pouvez même reconfigurer intégralement le système via des outils informatiques. Troisième critère de l'éco-construction, respecter les usagers. C'est de créer des logements qui sont adaptés et évolutifs. Il vous arrive malheureusement un accident, vous devenez une personne à mobilité réduite, il faut adapter votre logement et votre espace de vie, il faut changer le positionnement des interrupteurs ou des différents capteurs, ou créer des chemins lumineux pour vous guider vers la salle de bain ou ce genre de choses. Si vous avez créé cette architecture interopérable en utilisant des technologies radio, en l'espace de quelques heures, vous avez réagencé intégralement, ou une personne est venue chez vous pour réagencer intégralement votre logement. Quatrième critère, maîtriser le confort et le bien-être des usagers. Emmanuel en a parlé, utiliser des capteurs de qualité de l'air, utiliser du chauffage naturel en ouvrant les volets quand il y a de la luminosité dehors ou de l'énergie par rapport solaire, adapter la luminosité sur un bureau au travers d'un capteur de luminosité, ce genre de choses. Cinquième critère, avoir l'interopérabilité des systèmes. Emmanuel en a beaucoup parlé. Aujourd'hui, chez vous, vous consommez de l'énergie via l'éclairage, via le chauffage, via le volet roulant, via tout un tas d'applications. Si demain, ces objets sont interopérables avec le système de production, on peut imaginer créer une sorte de système relativement vertueux. C'est ce qu'on appelle la smart grid, par exemple, où on va adapter la production en fonction de la consommation. Donc, on voit que la domotique, elle permet de répondre à tout un tas de critères, assez facilement d'ailleurs, de l'éco-construction. Je vous laisse conclure, M. Gauthier. Merci. Ouais. Et dernier point, donc domotique et économie d'énergie. Donc là, les économies, elles sont connues et on va simplement voir en 3 slides comment la domotique, elle permet simplement de les mettre en œuvre. Donc, premier slide, c'est gestion intelligente de l'éclairage dans les bureaux. Donc ça, c'est des choses qui, si vous devez le faire en technologie filaire, vous n'allez pas le faire si vous ne l'avez pas imaginé à la construction du bâtiment ou à la construction du plateau. Si vous voulez le faire en technologie radio, vous intervenez chez votre client en 1 heure, vous lui avez installé un système complet pour l'ensemble de ses bureaux d'éclairage intelligent. Donc, vous avez fait des économies d'énergie via un investissement très faible en utilisant des technologies radio dites smart home. Slide suivant. Rénovation thermique des logements, donc surtout pas ce que vous avez sur le slide, c'est volontairement provocateur. Mais aujourd'hui, quand on dit rénovation thermique des logements, on parle uniquement d'isolation. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas isoler, mais il n'y a pas que ça comme solution. Il y a déjà un pilotage intelligent du chauffage via des technos smart home qui sont très faciles à installer quand on utilise des technologies radio pour couper le chauffage quand il n'y a pas d'occupant, pour faire de la régulation thermique ou ce genre de choses. Donc là, pareil, avec les technos radio et les technos smart home, on arrive à faire des choses très vite, très bien, et avec des investissements qui sont 1/10, voire 1/100 que de la rénovation et de l'isolation par l'extérieur d'un bâtiment. Et enfin, gestion des ouvranges, chauffage naturel. Donc voilà, faire rentrer de la lumière
de la lumière naturellement en fonction, enfin ouvrir les volets roulants en fonction de la lumière disponible dehors. Donc je vois c'est terminé, je vois qu'il y a juste juste 2-3 questions. Je vais juste me permettre de répondre sur le fonctionnement d'un émetteur sans pile. Je laisserai Emmanuel y répondre. Mais par contre, je voulais juste répondre sur la dernière. Vous ne devez pas avoir que des amis avec les entreprises qui proposent des systèmes filaires et dont le principal fait un battage de communication pour vanter cette technique. Et ben, au contraire, si, en fait, on est plutôt copains, on est plutôt amis parce que, comme je l'ai expliqué, les uns se servent les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire que sur un bâtiment de 15 000 m², il n'y a que de la technologie radio. Je suis en train de dire qu'on peut créer un backbone filaire pour l'ensemble de l'installation et derrière, avoir un certain nombre de capteurs, d'actionneurs, d'interrupteurs pour les 30-50 derniers mètres qui ne sont pas là pour embêter les gens qui veulent vendre des installations filaires, mais qui sont là pour apporter et pour répondre à l'ensemble des enjeux, qu'on soit dans le smart home, le smart building ou le smart office. Donc aujourd'hui, on travaille conjointement avec ces gens-là parce que l'important, ce n'est pas de vendre nos produits, mais l'important, c'est de faire des solutions qui répondent aux enjeux du marché. Merci, Monsieur Gauthier. Avec plaisir. Merci à vous. D'avoir répondu aussi à la dernière question. On laissera un temps d'échange, effectivement, de questions-réponses juste après Stéphane Gagna qui va intervenir maintenant. Alors, Stéphane Gagna, il est avec nous, merci. Et puis, il est avec Guilain, on dit Guilain, hein. Guilain, c'est très bien, Descamps, pour représenter la société OGA. Bon, alors toujours sur cette partie des logiciels et équipements domotiques, OGA, je vais laisser Stéphane en parler, mais OGA, c'est un opérateur de bâtiments connectés pour l'efficacité énergétique et l'exploitation. Je vous laisse la main sur les slides. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Très bien. Bonjour à tous. Alors, vous avez déjà eu beaucoup d'informations sur qu'est-ce que finalement est le futur du bâtiment grâce à Emmanuel François, sur les technologies qui sont existantes aujourd'hui dans le bâtiment. Donc, OGA, nous, on a une société, on s'est créé il y a maintenant, donc en 2014, donc ça fait 7 ans, avec comme vocation justement d'œuvrer pour l'efficacité énergétique dans un but de préserver l'environnement. Et notre souhait à nous était de faire des solutions qui soient massivement déployables. Donc, tout à l'heure, on avait une personne qui était représentante d'un électricien. Nous, on a dès le début pris parti justement de travailler main dans la main avec des électriciens pour cofonder nos solutions. On est lyonnais, donc on joue également sur notre terrain. Et on a travaillé avec un acteur que vous devez connaître, Stéphane, qui s'appelle M2ER, qui nous ont accompagnés sur les premières années pour développer des solutions qui justement permettent, dans un monde qui est en train d'évoluer, le monde du bâtiment, mais qui a beaucoup de freins, de faire un lien finalement entre des solutions qui soient massivement déployables par des entreprises actuelles, pour leur laisser également le temps de monter en compétences, et surtout d'avoir des solutions qui soient économiquement très viables pour être installées dans des logements. Donc aujourd'hui, OGA, on a déployé plus de 3500 logements. Aujourd'hui, on en est à 3700 pour être précis. Et les déploiements de nos solutions se font dans la quasi-majorité, par des entreprises d'électricité du bâtiment, qui ont un accompagnement très léger parce qu'on est resté sur des fondamentaux assez standards du bâtiment. On a différentes offres. On a une offre qui va s'attaquer plutôt à la partie logement, donc à la partie privative du logement, où on le voit sur la partie droite, c'est le produit que l'on conçoit et qui est fabriqué d'ailleurs en France. On est sur un produit qui est vraiment dédié à l'installation électrique. On est sur un module Ride-in qui s'installe dans le tableau électrique d'une manière tout à fait traditionnelle. Pour rebondir sur ce que disait Emmanuel tout à l'heure, on est parti sur le fait qu'il y avait déjà beaucoup de technologies qui existaient en termes d'objets connectés et que ce qui était important, c'était de rajouter de l'intelligence artificielle finalement. Et on a fait le choix d'ajouter de l'intelligence artificielle en local dans le logement, justement pour éviter tous les déboires que vous expliquait Nodon juste avant, et s'assurer que le produit, une fois installé, finalement, soit exactement de la même fiabilité qu'une solution filaire, tout en utilisant des produits radio. On a également fait le choix d'avoir uniquement des produits sans batterie, donc sans pile, parce que notre souhait, c'est vraiment d'être sur du durable au niveau de l'environnement, et donc ce n'est pas uniquement de faire de l'économie d'énergie pour finalement dépenser cette énergie en remplaçant des piles, c'est vraiment d'avoir un ensemble qui soit très cohérent. On installe des systèmes qui vont permettre de faire de l'économie d'énergie, qui soient durables dans le temps, et qui soient, et c'est un point qui pour nous est primordial, à la fois très facile à comprendre pour les utilisateurs des logements, très simple à utiliser,
et qui garantissent finalement vraiment un usage d'économie d'énergie dans le logement. Donc, nos solutions, elles ont également une autre particularité qui nous tient à cœur. On parle souvent de cloud, de choses de ce type-là. Nous, on est également assez tenace sur le fait qu'il faut que les gens puissent également être propriétaires de leurs données. On en parle assez peu. Et donc, du coup, on a fait en sorte que tous nos systèmes fonctionnent entièrement en local. Et donc, il n'y a aucun besoin de les connecter à n'importe quel cloud. Toute l'intelligence est en local dans le logement. Et du coup, le logement va être économe, quoi qu'il se passe, sans avoir besoin de le connecter à sa box Internet. Bien sûr, dans un monde qui évolue, Emmanuel nous en a longuement parlé tout à l'heure, qui évolue et qui évolue assez vite. Donc, du coup, nos solutions sont tout à fait à même et conçues pour pouvoir se connecter à une box, du coup à un cloud. Et on verra un petit peu plus tard également d'autres façons pour aller sur du smart building. Ce qui est important en tout cas pour nous, c'est de garantir à nos clients, alors nos clients, ce sont majoritairement des bailleurs sociaux, on travaille également avec des promoteurs, mais surtout des bailleurs sociaux, et à ces clients-là, on leur garantit qu'une fois qu'ils ont installé le matériel dans le logement sera plus économe qu'auparavant. Et un autre point qui est important et qui en général plaît également à nos clients artisans électriciens, c'est qu'ils auront moins de problématiques de SAV, sur comment fonctionne le thermostat, sur comment je fais pour faire telle ou telle fonction. On a fait en sorte, on a énormément travaillé sur l'ergonomie de nos solutions pour que finalement n'importe qui, même une personne qui ne sait pas que son logement est équipé, arrive très rapidement à comprendre, sans même utiliser une notice, comment fonctionne son logement. Donc ça, c'était des points qui étaient plutôt très importants pour nous et que l'on a donc mis en application également en collaborant de manière très, très étroite avec nombreux bailleurs sociaux, les principaux étant sur Lyon à l'origine. Maintenant, on travaille également avec des bailleurs sociaux sur l'ensemble du territoire qui nous ont permis finalement d'améliorer notre offre parce qu'on a beaucoup de savoir chez Oga au niveau algorithmie, électronique. Par contre, on est obligé de s'appuyer sur des électriciens qui vont nous apporter également du savoir sur comment améliorer encore et faciliter la pose des produits, et sur des bailleurs pour réellement coller à leurs attentes. Dans ce cadre-là, et vu qu'on parle d'efficacité énergétique, on a très rapidement été challengé sur la particularité des chaufferies collectives dans les bâtiments. Chaufferies collectives qui sont aussi nombreuses finalement en termes de type technique de chaufferie que de logement. Ça dépend vraiment des années, des fabricants et ainsi de suite. Et donc, on a développé une autre offre qui, elle, s'appelle Eco-Heating et qui permet finalement d'installer un produit qui va collecter des données d'une manière universelle dans la chaufferie. Donc, quel que soit l'âge, l'époque et ou le fabricant des automates ou des systèmes de régulation de la chaufferie, notre système va être à même de pouvoir aller collecter directement les données nécessaires. Donc, ces données, on les voit, c'est des sondes de température, c'est des choses qui parfois peuvent être assez techniques, en tout cas très métiers sur la gestion des chaufferies. Et toutes ces données ont la particularité de pouvoir être remontées d'une manière standardisée. On est donc à chaque fois, vous voyez sur chaque slide en MER2S, parce qu'à chaque fois, nos solutions sont entièrement interopérables. C'est-à-dire que là, sur le Eco-Heating, on va aller collecter de la donnée qui peut être utilisée par des tiers ou par Oga, je vous en parlerai juste après. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de dire on va installer un système qui soit très économe, donc toujours à la même philosophie que nos solutions logement. Donc, une solution qui soit rapide, simple et efficace à installer dans une chaufferie pour pouvoir rendre n'importe quelle chaufferie qui n'est pas connectée en une chaufferie communicante. Le but étant d'accompagner nos clients, bailleurs sociaux, sur le suivi énergétique de leur bâtiment, qui est un point crucial quand on parle de bâtiment collectif, en chauffage collectif. On sait qu'il peut rapidement y avoir des dérives et il est dommage, on en parlait tout à l'heure, d'avoir cette information après la période de chauffe. Il est beaucoup plus confortable, en tout cas plus intelligent de l'avoir en temps réel pour pouvoir faire intervenir les bonnes entreprises pour corriger les éventuelles dérives. La dernière partie, Emmanuel en a également parlé tout à l'heure et Thomas également, c'est la partie bâtiment. Une fois qu'on collecte des données, donc on a vu que nous, on collectait des données dans les logements avec l'EcoTouch, on collecte des données dans la partie chaufferie avec l'Eco-Heating. Et du coup, il fallait qu'on puisse collecter également toutes ces données et de la même manière les rendre interopérables. Donc, globalement, on part du principe qu'un bâtiment, lorsqu'il a la possibilité, en tout cas la chance d'avoir des capteurs d'installer un petit peu de partout, il va pouvoir être enrichi au fil du temps avec énormément de services. Certains ne sont peut-être pas encore prêts aujourd'hui, mais on sait qu'une fois que les données sont présentes, les services vont suivre derrière, ils vont pouvoir être imaginés et surtout, ils vont pouvoir être réalisés. Donc, nous, on a rajouté notre petite brique EcoBoss qui permet tout simplement d'agréger l'ensemble des données d'un bâtiment. Toutes nos offres sont indépendantes et si on l'a développé, c'est qu'on avait certains clients qui finalement étaient plutôt soucieux d'aller suivre un caisson de VMC installé sur le bâtiment. Ils avaient des difficultés à récupérer ces données-là et surtout les récupérer d'une manière autonome.
c'est-à-dire sans être en lien avec un exploitant, hein, ce qui est souvent le problème et qui d'ailleurs est souvent le problème dans les chaufferies également. Donc vraiment être maître de sa propre donnée, hein, en tant que propriétaire de ces bâtiments et de ce patrimoine, être maître de ces données et être capable de pouvoir finalement utiliser ces données pour justement les partager avec des professionnels, des exploitants ou des acteurs du métier. Oui, je vais aller assez vite. La dernière partie, c'est que quand on collecte toutes les données, il y a forcément un objectif à terme, objectif que nous avons donc amené au bout, toujours pareil avec le partenariat de nos clients bailleurs sociaux. C'est via une plateforme de restitution des données. Donc, je vais passer très vite, hein, mais globalement, c'est une plateforme métier dédiée aux bailleurs sociaux et en tout cas aux propriétaires de patrimoine immobilier qui leur permet de superviser dans la globalité leur patrimoine. Pour synthétiser un petit peu, hein, donc on a des offres qui vont couvrir à la fois la partie logement, la partie qu'on pourrait appeler domotique, même si nous, on est plutôt d'accord avec Emmanuel François, on est plutôt sur du smart home, donc du logement intelligent qui autoprogramme les économies d'énergie via le chauffage et autres. On va être également sur la partie bâtiment pour aller collecter les données dans les communs et également la partie chaufferie. Et on va être à même de pouvoir restituer tout ça sur une plateforme. Soit la plateforme va collecter les données des solutions OGA et ou récupérer des données de solutions tiers parce que tout est fait et conçu en fonction du label R2S et du périmètre. Pour vous donner juste quelques exemples, aujourd'hui, donc, je vous disais qu'on avait fait plus de 3500 logements. Donc là, on est sur l'exemple de patrimoine que l'on équipe. Donc, c'est des bâtiments des années 70 pour un acteur qui s'appelle Grand Lyon Habitat, hein, où on a l'éco-boss et l'éco-plateforme. On va également travailler avec des promoteurs immobiliers, si c'est un projet à Paris, sur du chauffage individuel. On a également, après, voilà, sur du logement à nouveau social sur Paris également. Ici, avec un acteur qui nous est cher parce qu'il nous a énormément accompagnés sur le développement de nos outils EcoBoss, EcoHeating et EcoPlatform et Immobilière Rhône-Alpes, pour lesquels on a beaucoup de patrimoine en cours d'installation et qui a déjà été installé. Ça a été l'un de nos premiers clients. Donc, on a plusieurs réalisations en neuf, en réhabilitation. Et c'est un point qui est important, d'ailleurs, la réhabilitation, parce que tous nos produits, vous l'aurez compris, fonctionnent sans pile, sans fil, ce qui veut dire qu'ils sont très simples à installer, aussi bien en neuf, mais surtout en rénovation et même en site occupé. Voilà, je fais vite, histoire de laisser le temps pour les questions-réponses. Hein, voilà, on a différents exemples. Donc, on travaille avec les promoteurs, avec les bailleurs, dans du neuf, dans de la rénovation, en site occupé ou en grosse réhabilitation. Et voilà. Je vous en prie. Merci Stéphane Gagna, voilà, président d'OGA. Ça nous permet d'avoir quelques retours d'expérience et d'exemples de chantiers ou tout du moins de bâtiments petits ou gros, petits collectifs, gros collectifs qui ont pu être équipés. Je laisse la main à Cécilia, si tu le veux bien, toujours, pour retranscrire une ou plusieurs questions qui ont pu être posées dans le chat. Voilà, si tu veux bien, et puis qui sont au niveau des intervenants qui sont passés. Voilà. Je te laisse la main. Alors effectivement, on a eu quelques questions dans le chat. Du coup, je vais les reprendre dans l'ordre inverse de ce qu'elles ont été posées pour remonter, puisqu'on a des questions assez précises pour commencer. Tout d'abord, alors on a eu deux questions auxquelles Thomas Gauthier a répondu directement dans le chat, mais on va les reposer pour voir s'il y a d'autres réponses nécessaires. La première, c'était: connaissait-on les impacts de ces technologies sans fil sur la santé? Donc, la première réponse de Thomas Gauthier était oui, elles sont nulles. La quantité d'informations transmises est des milliers de fois inférieure au Wi-Fi ou autre 3G, 4G. Alors, est-ce que cette première question fait écho pour Thomas Gauthier ou à un autre de nos intervenants? Emmanuel François. Juste, je peux dire, effectivement, puisque c'est sans fil et sans pile, donc c'est des ondes effectivement excessivement faibles. Les ondes électromagnétiques de ces systèmes sans fil et sans pile sont 100 fois inférieures aux ondes électromagnétiques d'un interrupteur filaire quand on appuie dessus. Et donc, en fait, on n'est pas effectivement, comme le disait Thomas, dans des fréquences 2,4 GHz comme le Wi-Fi, et surtout qui émettent à des puissances très élevées. Ce n'est pas la fréquence, mais c'est surtout la puissance. Voilà.
et on n'en voit que des petites données. Merci pour cet élément de réponse. Est-ce que Thomas Gauthier souhaite compléter? Non, c'est voilà, on est en phase là-dessus. Effectivement, c'est vraiment la quantité de données et la puissance d'émission qui est totalement dérisoire par rapport à ce qui se passe quand vous avez votre téléphone à votre oreille et vous passez un coup de fil, quoi. Très bien, merci. La question suivante, c'était pouvez-vous repréciser comment fonctionne l'émetteur sans pile avec une batterie, du solaire? Point d'interrogation. Donc, la réponse de Thomas, c'était c'est pourquoi je préconise d'adapter l'architecture et donc d'utiliser les résiliences niveau 2 pour les fonctions vitales. Donc, non, ça c'était ma réponse à la question d'après. Mais donc, effectivement, sur le fonctionnement de l'émetteur sans pile, c'est un générateur électromécanique, mais je suppose qu'Emmanuel doit en avoir un avec lui. Donc, pour les gens sur place, il pourra vous le montrer. Et les gens qui ne sont pas là, donc c'est transformer l'énergie mécanique que vous utilisez pour appuyer sur le bouton en énergie électrique suffisante pour envoyer un message radio à un récepteur qui allumera ou éteindra la lumière, le volet roulant ou autre. Je peux aussi intervenir. Ouais, c'est vrai que le sans fil avec des piles, c'est compliqué parce que s'il faut changer les piles même tous les 5 ans, c'est compliqué. Si c'est sans pile, c'est bien plus facile. Alors, si vous voulez, là, je réponds avec une autre casquette qui n'est pas celle de président de la Smart Building Alliance, mais plutôt d'un des inventeurs de ces technologies qui est Nocean. Et aujourd'hui, ces technologies sans fil, sans pile, il faut savoir qu'elles commencent à être implémentées dans un grand nombre de solutions. Notamment, tout à l'heure, je vous ai parlé des ampoules connectées. Sachez que les ampoules Philips Hue, tous les interrupteurs, donc celui que je vous ai montré tout à l'heure, sont effectivement sans fil, sans pile. C'est des millions d'interrupteurs qui sont vendus dans le monde. Mais tout récemment, le numéro 1 mondial de l'appareillage électrique, qui est français, le grand, a annoncé le lancement d'interrupteurs sans fil, sans pile. Alors, et je crois que ça va être dans les mois qui viennent. Et c'est pareil, c'est mondial. Un autre acteur qui est Schneider Electric le fait aussi. Donc, on voit bien qu'en fait, c'est une vraie évolution et qui n'est pas uniquement en France, qui est aussi en Allemagne, qui est dans d'autres pays. Et c'est effectivement électromagnétique, c'est-à-dire j'appuie, vous voyez, c'est tout simple, c'est simplement mon doigt, mais enfin, je l'effleure et là, j'envoie une information à 300 mètres. C'est un aimant qui se déplace. Et après, l'autre question, c'était la lumière, c'était par… Alors, vous voyez, ça peut être aussi des contacts de porte. Donc là, aujourd'hui, il y a un grand fabricant de fenêtres en France qui va sortir au mois de juin des fenêtres connectées avec ce petit système, ce qui fait que toutes les fenêtres vont être connectées. Et imaginez demain, ça veut dire qu'on va pouvoir gérer la qualité de l'air, le chauffage. On va couper le chauffage dès que la fenêtre va s'ouvrir. Et on n'aura pas besoin de systèmes très compliqués. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, en Allemagne comme en France, les bailleurs sociaux disent, mais en fait, on a isolé les bâtiments, mais en fait, le retour, on n'a pas de baisse, on n'a pas de baisse de l'économie d'énergie. Pourquoi? Parce que les gens continuent de vivre comme avant, et notamment, ils ouvrent leurs fenêtres. Vous voyez, donc et ça, c'est valable aussi dans le sud, où c'est plus le chauffage, mais la clim. Oui, c'est important aujourd'hui de maîtriser les fenêtres, mais on ne va pas mettre des piles ou des fils dans les fenêtres. Alors après, il y avait un autre système, c'est la lumière. Eh bien, effectivement, j'ai ça, c'est un multicapteur, c'est le couteau suisse du capteur. C'est température, humidité, luminosité, accéléromètre, c'est-à-dire que je tape sur la porte, la table, et je sais qu'il y a une personne. C'est également contact de fenêtre. Donc, ce petit capteur, oui, c'est un couteau suisse, il est dans différents protocoles, Zigbee, Bluetooth et Nocean. Et il s'auto-alimente avec la lumière, mais c'est rien que la lumière de 2 bougies commence à le charger. Vous voyez, donc parce qu'on est sur des quantités d'informations, d'énergie très faible pour transmettre de l'information. Et donc, bien entendu, il y a des endroits dans le bâtiment où il n'y a pas de lumière du tout, donc il y a une pile, mais dans 90%, vous avez toujours un peu de lumière, même dans les toilettes. Le taux de lumière suffit pour alimenter ces capteurs. Donc, c'est vrai que c'est des changements forts. Parce qu'en fait, ces capteurs, ils deviennent immobiliers. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme il n'y a pas de pile et il n'y a pas de fil, eh bien, on les met et on les oublie. Et cette réponse permet de faire une bonne transition avec une des toutes premières questions qu'il y avait dans le chat.
c'était en quoi un tel système, alors c'était vraiment au début de la présentation, permettra de limiter l'impact environnemental des bâtiments. Il me semble qu'on a eu plusieurs illustrations ensuite avec les différentes interventions. Mais en une phrase, en fait, l'impact environnemental des bâtiments, eh bien, c'est à partir du moment où on va lier le bâtiment aux usages et de manière naturelle, sans intervention humaine. Et pour ça, c'est qu'il faut des capteurs qui voient, par exemple, que la personne est là ou pas là. Et il n'a pas besoin forcément de dire « je suis là, je baisse mon chauffage ». C'est-à-dire qu'il sait qu'effectivement, elle n'est pas là et je mets mon chauffage ou ma ventilation et surtout ma climatisation en repli. Vous voyez, c'est tout simple. Et en fait, il s'adapte, il s'auto-adapte aux usages. Quand on sait qu'effectivement, on n'est que 60%, enfin, on n'est que 40% présent dans les bâtiments, on voit tout de suite l'impact que ça va avoir. Regardez, la crise du Covid, le confinement, et bien, notamment une ville comme Paris, quand les bureaux étaient vides, eh bien, la consommation énergétique n'avait pas bougé le tas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on continuait de les refroidir ou de les chauffer comme s'il y avait du monde. Et c'est ça le sujet. Mais c'est pareil dans les logements. Donc, c'est là où, effectivement, on voit que tout de suite, il y a un ROI. On parle de ROI de 25% d'économie d'énergie, tout simple, avec ces sujets. Et ça peut aller même jusqu'à 60-70% dans de l'hôtellerie. Très bien. Merci pour cette réponse complète. Est-ce qu'on a encore le temps pour une question? Alors après, on change un peu de sujet au niveau de la question. Quel niveau de sécurité concernant la protection piratage? Après, il y avait un commentaire suivant, je ne sais pas si c'est lié, mais c'était lié à l'incendie chez OVH, avec tous les feux rouges d'une ville. Le temps, donc tout ce qui est sécurité, protection piratage. Est-ce que vous auriez je crois qu'effectivement, tout à l'heure, ça a été dit, on parlait de cloud, mais effectivement, il y a des solutions cloud et des solutions edge. Tout à l'heure, Thomas a parlé de résilience. C'est important. Et ça, effectivement, si on a des solutions cloud, il faut s'assurer qu'effectivement, il y ait une redondance. C'est-à-dire que si on a des données qui sont hébergées chez OVH, eh bien, il faut que ça soit au moins sur 2 sites. Et 2 sites qui sont distants, pas comme à Strasbourg. Vous voyez, donc ça, c'est un exemple. Mais c'est vrai que ce n'est pas simple. Et ce n'est pas à vous, forcément, de le faire. Mais il faut demander à votre fournisseur, à votre contractant. Et il faut qu'il s'engage. C'est clair que c'est pour ça que la SBA a fait son cadre de référence R2S, parce que c'est écrit ça. Après, la cybersécurité, ça aussi, c'est un vrai sujet. Il faut qu'on ait des solutions. Si on parle, par exemple, de systèmes radio, il faut que ces systèmes radio soient encryptés, c'est-à-dire qu'on ait la possibilité de ne pas reproduire le système radio, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas l'écouter et le reproduire. Vous voyez, c'est des sujets simples. Et c'est pour ça que tout à l'heure, Thomas a parlé de protocoles radio standardisés comme Bluetooth, comme Zigbee, comme N-Océan, qui intègrent cette fonction encryption naturellement. Donc, c'est simple, mais c'est fondamental. Et après, effectivement, il faut s'assurer que les solutions qui vont être promues ou mises en place répondent à ces critères de cybersécurité. C'est clé parce que, mais effectivement, excusez-moi, je ne veux pas vous alerter, mais vous avez, à partir du moment où vous installez une solution Smart Home ou domotique encore, comme on voudra, mais moi je préfère parler de Smart Home, eh bien vous avez aussi une responsabilité. C'est-à-dire que si la personne demain se fait cambrioler, parce qu'effectivement, et qu'on met en évidence qu'en fait, c'est le système qui a été écouté et on a reproduit, on a ouvert les volets grâce à ça, eh bien, vous pouvez être potentiellement responsable. Stéphane Labrosse, je vois vous rapprocher. Vous aviez une dernière question, mais il faut qu'on laisse la place à Xavier Brunot qui va intervenir juste après. Moi, j'avais une question. En fait, je sens que l'utilisateur va être bloqué avec des systèmes et de l'abonnement ou des choses comme ça. Ah non, alors… que ça soit dans le tertiaire ou bien chez le particulier. Alors, c'est différent. Il n'est pas bloqué, mais il est sur un usage. Voilà. Après, il est sur un peu comme usage. les Freebox, quand on est abonné à Free, on ne peut pas trop s'en échapper ou alors c'est un peu compliqué de… En fait, alors c'est vrai que j'ai une présentation que j'avais faite là tout à l'heure
Enfin, j'en ai pas parlé, mais vous voyez, aujourd'hui, vous avez un abonnement, c'est votre abonnement Internet. Hein. Chacun paye à peu près, je sais pas moi, 35 € l'abonnement Internet. Donc déjà, pour avoir Internet, et là, vous avez la télé et tout. Et ben, moi, je dis aujourd'hui, et ça fait partie des modèles économiques dont je parlais, mais je n'ai pas pu parler, enfin, je voulais parler, c'est qu'aujourd'hui, si on fait du groupage dans les logements collectifs, et ça, c'est un message très fort, politique, que j'adresse à Emmanuel Macron. Eh bien, c'est qu'aujourd'hui, on peut porter la rénovation énergétique dans tous les bâtiments à 0 coût. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous faites du groupage Internet, eh bien, vous passez de 35 € à 10 €. Et ces 25 € qui restent, eh bien, je les réinvestis en OPEX, c'est-à-dire en abonnement, en solution d'efficacité énergétique. Et le lendemain, j'ai déjà 10 € par mois minimum qui tombent d'économie d'énergie. Et donc, en fait, vous voyez, c'est ça que je veux montrer. C'est ça, ces nouveaux modèles. Alors, peut-être que je suis dépendant maintenant, je vais m'engager sur 10 ans, mais de toute façon, je payais 35 €, je vais continuer de payer 35 €, mais avec ce système, eh bien, je paye 35 €, mais en plus, j'ai l'Internet, l'efficacité énergétique, et si je rajoute un capteur, qui va me coûter, je ne sais pas moi, 10 € ou 50 €, ça dépendra, eh bien, je vais apporter un nouveau service. En fait, c'est cette mutualisation, cette globalisation, et à partir de ce moment-là, l'usager s'y retrouve. Des nouveaux modes économiques. Exactement. Alors, nouveau modèle économique. On voulait parler aussi dans cette dernière partie, même s'il y a encore 2 intervenants, du bâtiment comme plateforme de service. Emmanuel François en a un petit peu parlé. On a déjà des retours d'expérience là-dessus. Et c'est non pas la société Panga qui va intervenir, mais c'est Vesta System et son président Xavier Brunotte, que l'on remercie, à qui je vais donner la main pour intervenir là aussi un quart d'heure. Hein, c'est timé. J'arrête mon partage parce que Xavier Brunotte, il est en direct depuis Grenoble. Et on le remercie pour sa réactivité, mais j'arrête mon partage pour que lui-même puisse nous partager sa présentation. Monsieur Brunotte, à vous de jouer. Normalement, vous pouvez ouvrir votre micro, partager l'écran. Oui, vous devez m'entendre. Tout à fait. Et vous devez voir aussi mes slides. Oui. Allô, vous m'entendez? Vous voyez mes slides? Oui, c'est tout bon. Parfait. Ok, d'accord. Donc, oui, je vais parler de Vesta System et je vais répondre au passage. Je vais rajouter des petits éléments pour répondre à quelques questions qui ont été posées là juste à l'instant. Voilà, donc nous, on est une société qui s'est créée en 2011. On fait du pilotage intelligent de bâtiment, du smart building, du bâtiment connecté. Et on va voir quelle est notre solution, qu'est-ce qu'on est en fait, hein, et montrer des exemples. Alors, normalement, c'est censé passer. Voilà, qui sommes-nous? Donc, nous sommes des fournisseurs de services et d'outils logiciels pour les smart buildings. Et vraiment, nous sommes venus avec une forte connotation de pilotage, d'optimisation de gestion énergétique. En fait, nous sommes issus de l'université avec un brevet qui permettait de faire l'optimisation, en particulier l'optimisation liée au smart grid, au smart building, pouvoir faire du pilotage, enfin de l'optimisation de l'autoconsommation, de l'autoproduction lorsqu'on avait du PV. Mais en fait, on est dans l'efficacité énergétique. Ensuite, on a développé un nombre de solutions logicielles. Nous sommes un acteur plutôt logiciel à la base, et on fait de l'intégration de services. Alors, des intégrations de services qui sont propres et des intégrations de services externes. Je verrai ce qu'on présente, et on fait de la conception du smart jusqu'à la maintenance. Et en fait, on est à la fois fournisseur de services et d'outils logiciels, donc en relation avec vous. Il faut savoir que sans vous, on serait incapable, on n'aurait jamais déployé nos projets. Alors, quel est le… tiens, c'est marrant ça. Notre solution, alors, bon, par rapport à ce qu'a montré Thomas, nous, en fait, on fait du logiciel et ce que nous, on capte, c'est grâce à ce qu'on appelle notre Vestabox, hein, qui permet de récupérer les actionneurs, les capteurs, de les piloter
ou pas d'ailleurs, hein, de déléguer ça en local et de récupérer juste l'information pour changer la consigne, pour être en qualité 1, en qualité 2 ou au niveau 3. Hein, effectivement, c'est important et ça dépend des projets. Bon, voilà, mais globalement, on a des capteurs des actionneurs. Ici, on voit beaucoup de solutions que présentait Thomas, mais on se pilote aussi des vannes, des splits, du chauffage, la clim, etc. On fait du comptage, voilà. Donc, nous, vraiment, on a une solution de pilotage et d'intégration de l'ensemble de solutions. On ne vend pas, on n'est pas fournisseur, on n'est pas fabricant de matériel. On est opérateur Smart Building. Donc, voilà, on est dans les couches logicielles. Alors, ici, on a l'application que voit l'occupant, le gestionnaire. On verra ensuite quels sont les business, enfin, quels sont disons, nos marchés. Et puis ensuite, on a aussi dans notre cloud, on parlera tout à l'heure de cloud et de sécurité, de l'intelligence artificielle qui permet de faire de l'apprentissage, d'anticiper la météo, de faire de la relance intelligente et de faire des économies d'énergie. Je répondrai sur cette question d'économie d'énergie sur des exemples très concrets. Voilà, alors ici, je l'ai mis de manière un peu plus compliquée et ça représente en fait un logement, enfin, un ensemble de bâtiments de logements collectifs. Et ici, effectivement, dans le logement, on a un certain nombre d'objets, et puis on a une infrastructure avec soit on met une box par logement, soit on en met une pour plusieurs logements. Et puis ensuite, on peut faire l'optimisation sur la boucle de départ pour finalement avoir la boucle de la température la plus basse. Donc ici, c'est bien avoir un nombre de services connectés, pas seulement au niveau d'un logement, mais au niveau d'un projet global. Donc ça paraît compliqué, mais en fait, les objets qu'on déploie sont des objets simples. C'est les objets que vous a présentés, par exemple, Thomas. Donc c'est plus au niveau du logiciel. Et de la couche, bon, ça c'est la couche, apprentissage, etc., couche d'anticipation. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de logements connectés que l'on a fait. Donc, un sur Lyon, que vous connaissez sans doute certains, sur lequel c'est le projet sur ICAD, hein, c'est Influence. Donc, les promoteurs, c'était ICAD, les bailleurs, c'est SNI, maintenant CDC, Aliad. Il y a 8 bâtiments, dont 6 bâtiments de logements et 234 logements, de l'accession, du social, etc., etc. Alors, quels ont été ce qui a été développé, déployé? L'application occupant, c'est du monitoring énergétique, c'est-à-dire qu'on fait du comptage eau froide, eau chaude, électricité, énergie thermique. On remonte ça à l'occupant, on remonte ça aussi au bailleur pour pouvoir faire la facturation. C'est du pilotage chauffage multizone, c'est des relais roulants, des BSO. On a utilisé énormément la technologie sans fil Enocean. On a promu la technologie Enocean, puisque ce n'est pas nous qui avons vendu le matériel, c'est vous, les électriciens, qui avez vendu le matériel et qui l'avez installé. On a mis un bouton poussoir, je suis présent, je suis absent. Et ce bouton poussoir, je suis présent, je suis absent, ça faisait quoi? Ça éteint la lumière de manière globale. Ça fait aussi, ça met le chauffage en mode réduit. Et éventuellement, suivant les options que déclare l'occupant, ça baisse les volets ou ça les entrouvre, ça les met en position préférentielle. Donc, un scénario de base qui permet de faire des économies d'énergie. Voilà, apprentissage présence grâce à ce bouton. Et ensuite, conseil, pilotage, ouvrant. Ensuite, on a des données énergétiques qui remontent au niveau de l'ELO, puisque c'est connecté. On a des relevés de consommation pour la facturation. Et aussi, quelque chose de vraiment important, c'est pouvoir vérifier, maintenir le système et que cela fonctionne bien. Alors, voilà, juste pour donner une information, c'est que sur ce projet, il y a environ 1000 pièces, donc 1000 sondes de température, 1000 actionneurs de chauffage, il y a environ 800 volets roulants, 800 petits boutons radio, hein, 234 centres de CO2, environ 1000 compteurs, CET, EF, ECS, ELEC, etc. Environ en tout 1000 boutons poussoir Enocean pour les volets roulants pour je pars. Et puis, ce qui est quand même, c'est une démarche Smart Building maîtrisée, c'est que en fait, il y a eu très peu de problèmes. Et lorsqu'il y a eu des problèmes, on savait parfaitement quelle était
le capteur qui posait problème pour pouvoir débugger la solution. Donc, dans une autre démarche de Smart Building, il y a une question de conception, une question de déploiement et une question de commissionnement et de maintenance. Et en fait, aujourd'hui, par exemple, hein, un exemple bête, on était au-delà, largement au-delà de ce qu'on était censé faire. Le plombier pouvait s'être trompé, est-ce que le moteur de vanne était au bon endroit, etc. Eh ben, on était capable de détecter que le moteur de vanne n'était pas bien posé, donc on disait le plombier n'a pas bien fait, il faut le refaire, ou voir qu'il s'était trompé de circuit de chauffage. On disait, ben là, il s'est trompé et c'est pas bon, il faut rebasculer les deux. À distance, donc voilà, c'est ça l'intérêt du bâtiment connecté, c'est qu'on est capable de connecter tous les systèmes, de comprendre les systèmes et d'aider à mener un projet beaucoup plus complexe que ce qu'on était capable de faire sans connexion. Sans connexion, c'est impossible de faire ça. Sans outils de diagnostic, c'est impossible. Voilà. Alors, bon, juste, je vais vous montrer un petit peu ce que pourrait donner. Voici ce qu'un un occupant, il peut baisser les volets à distance, en localement, avec des boutons poussoirs. Donc, on a bien les deux niveaux que présentait Thomas. Même chose pour le chauffage. Le chauffage, il peut le baisser en local, il peut le baisser à distance. La régulation se fait en local, indépendamment de nous. Ensuite, on a le CO2. On peut piloter un boost ventilation, etc., etc. Voilà. Voilà pour ce projet. Donc, ce n'est pas tout à fait le même logement qui est ici. Qu'est-ce que je voulais montrer? Voilà. Deuxième exemple, c'est une tour qui a fait beaucoup de bruit, qui est sur Strasbourg, la tour Elitis Danube. Ici, c'est 63 logements, c'est 16 étages. Et dans ce cas-là, nous avons fait plus que les logements, on a fait aussi tout le pilotage, tout le système de monitoring de cette tour, à tel point qu'on est capable de prouver que cette tour est à énergie positive ou à facture énergétique positive. Et là, on voit que la charge d'énergie sur un an de ce logement est de 243 €, donc tout compris, hein, chauffage, etc. À cause du photovoltaïque, il a droit à une prime, enfin, finalement, à ce qu'il est 336 € parce que c'est la répartition au tantième de la prime énergie. Ensuite, le promoteur a voulu donner une prime au bon comportement. Donc, certains en ont 0, d'autres ont un bon comportement. Donc, ici, il a une charge énergétique à 223 €, de 223 € en négatif. C'est-à-dire qu'il a gagné de l'argent. Et ça, on peut le prouver grâce à l'ensemble du système. Donc, cette tour-là est sur Strasbourg. Elle a fait l'effet de beaucoup de reportages sur TF1, sur Antenne 2, sur RTBE, enfin la radio belge. Ça va se faire sur BBC. Je crois qu'il y a une publication très récente sur France 2. Voilà. Donc, et à l'intérieur, le moteur, c'est le système. Le moteur du Smart Building. Monsieur Brunot, on se laisse 3 minutes, ça vous convient? Oula, 3 minutes. OK, alors juste, donc je vais essayer d'être un peu plus rapide. Et ensuite, ici, c'est tous les comptages globaux. Et ça, c'est une information qui est remontée au syndic pour fournir l'énergie. Alors ensuite, je vais parler de tertiaire et je vais répondre à certaines questions. Donc, nous avons signé avec EDF un contrat, un partenariat pour faire dans les 2 ans, 300 bâtiments au niveau de toute la France. Puis ensuite, ça sera 500 et puis l'objectif, c'est bien plus. Alors, comment elle s'est vendue par EDF? C'est vendu sur les économies d'énergie. C'est-à-dire que celui qui signe, le client final, il paye grâce aux économies d'énergie qui sont réalisées grâce au système que nous déployons. Donc, en fait, évidemment, on gère sur le chauffage, etc. Donc, voilà une première question. C'est grâce aux bâtiments connectés, à la capacité à déployer des systèmes simples. C'est comme ça que c'est vendu. Et ensuite, un élément important, nous, on fait le système logiciel, on fait une partie de la maîtrise d'œuvre, on fait une partie de l'installation. Mais évidemment, on aura besoin de vous, on a besoin de vous pour installer ces systèmes. Voilà. Alors, je voulais juste encore un dernier point sur la question qui était posée, et je reviens en arrière, sur OVH. Oui, la tour à Strasbourg, les serveurs étaient OVH, notre serveur a brûlé. On a fait démarrer en 24 heures l'ensemble des systèmes.
Donc, effectivement, il y a besoin de redondance et il faut faire attention à ça. On a appris qu'on n'était pas parfait, qu'on doit progresser, mais effectivement, il faut le faire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si, ce dernier point quand même, hein, cet exemple-là, c'est ce qui a convaincu EDF, c'est sur Bron, un ex-mairie de Bron. On avait fait 30% d'économie de chauffage sur cette mairie de Bron, c'est ce qui a convaincu EDF de signer avec nous. Enfin, c'est une partie de ça qui a convaincu. Voilà. Je crois que j'ai à peu près fini. Je voulais dire si quand même un certain nombre, encore un point. Gérer la gestion du déploiement est important, savoir ce que c'est qu'un projet. Et ça, c'est un outil qui nous permet de définir ce que c'est qu'un projet Smart Building, de le déployer, de nous indiquer ce qu'il faut faire. Et c'est un objet aujourd'hui qui est pour nous encore, mais qu'on va vouloir aller vers vous pour pouvoir qu'on travaille ensemble en bonne intelligence. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. C'est parfait. Si, c'est intéressant et vous tenez le timing, vous êtes tous complémentaires, c'est ce qu'on trouve avec Stéphane Labrosse. Donc voilà, je ne sais pas si on y voit plus clair. Moi, je ne suis pas sur les chantiers, mais en tout cas, ouais, si, quand même. Merci beaucoup. Je vous laisse arrêter le partage de votre écran et puis je reprends. Alors, attendez, comment je fais pour arrêter le partage? Nouveau partage, je vais mettre le partage en pause. Je pense qu'il faut que vous repreniez en fait le partage. Je peux le faire moi-même, il n'y a pas de problème. Hop. Voilà. Et puis. Voilà. A priori, vous retrouvez mon écran. Merci encore. Et puis, on va faire intervenir aussi, même si là aussi, il est à distance. Notre dernier intervenant, c'est Christian Rosier, qu'on affiche comme grand témoin hein, sur ce sujet-là du bâtiment comme plateforme de service. Christian Rosier, il est président d'Urban Practices. C'est un assistant à maîtrise d'ouvrage. Et notamment, il pourrait nous éclaircir sur l'avenir, c'est-à-dire les nouvelles fonctions que pourraient endosser les bâtiments. Et donc, cette notion de plateforme de service. Et puis, Christian Rosier m'a dit, c'est très bien tout ça, mais il y a une nécessité de sensibiliser tous les acteurs. Bon, aujourd'hui, c'est une manière de les sensibiliser, c'est 5 à 7, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin parce que c'est un vrai changement de paradigme. Christian Rosier, est-ce que vous êtes là? Je peux défiler vos slides si vous me donnez les ordres et puis j'exécute. Monsieur Rosier, pour l'instant, on ne vous entend pas. Vous êtes là, il faut que je vous vois, il faut juste que vous peut-être mettiez en route le son. En bas à gauche, Christian. Là. Oui. Vous aviez la main normalement, mais allez, non, je ne l'avais pas. Est-ce que c'est bon, vous m'entendez? C'est parfait, c'est parfait. Ok, super. Merci. C'est tout bon, allez-y, je vous en prie, puis vous me faites défiler les slides à votre bon vouloir. C'est moi qui défile? Non, c'est vous qui défilez, pardon. Oui, donc, écoutez, donc moi je me présente, Christian Rosier, on peut passer à la slide suivante. Je vais vous parler d'un projet Smart Eco-Réno et je vais un petit peu… Ça vient. Et voilà. Donc, moi, je suis président d'Urban Practice et je suis aussi membre historique de la SBA et vice-président du pilier Smart Home au sein de la SBA. Donc, nous, en 2 mots, on accompagne des acteurs donneurs d'ordre. On fait du conseil, d'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès de donneurs d'ordre qui sont publics, privés, sur du logement social, sur du tertiaire, sur des grands projets, sur de la stratégie patrimoniale. J'étais par exemple tout à l'heure avec Paris Habitat, qui se pose tout un tas de questions sur toute sa stratégie digitale numérique. Je parlerai de 3F tout à l'heure aussi. Enfin, voilà. Et on est aussi beaucoup dans l'accompagnement de projet, de la culturation, de la formation, puisqu'en fait,
finalement, la vraie difficulté, c'est moins technique. Aujourd'hui, on a les solutions. La vraie difficulté, c'est surtout finalement de faire changer un petit peu les manières de faire, les pratiques, les manières de voir les choses. On peut passer à la suivante. Alors, Smart Éco-Réno, en quelques mots, c'est un projet que j'ai initié, qui a maintenant 1 an et demi, qui est un projet national où j'ai proposé à des bailleurs sociaux de dire vous faites de la rénovation énergétique de votre patrimoine, que je vais qualifier de statique, c'est-à-dire qu'on gisole, mais introduisons une épine dorsale numérique, vous l'avez dans le petit logo R2S. Cette épine dorsale numérique, elle va vous permettre de pouvoir faire converger des données, j'y reviendrai un peu. Deuxièmement, de mettre du pilotage énergétique intelligent. Je pense que là, vous avez eu précédemment quelques exemples. Donc, c'est assez intéressant pour finalement venir dynamiquement piloter le bâtiment. Et puis, et ça va être un petit peu l'objet de mon propos, c'est de se dire, on va s'appuyer sur cette infrastructure pour pas simplement se contenter de faire, d'améliorer la performance du bâtiment d'un point de vue énergétique, c'est déjà énorme, hein, mais pouvoir implémenter d'autres services, d'autres fonctions. Ce projet, il est soutenu par l'Union sociale pour l'habitat. Si vous le souhaitez, il y a un cahier repère 63 qui est disponible et qui relate un petit peu cet élément. Voilà. On peut poursuivre. Donc, slide suivante. Donc là, vous avez les 5 bailleurs sociaux, 5 contextes d'opérations différentes. Et je vais faire quelques focus, pas sur toutes parce que je n'ai pas le temps, mais sur quelques opérations. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut aujourd'hui, sur du patrimoine existant, que ça soit, comme vous l'avez sur Grand Dijon Habitat au Cristal, des bâtiments qui sont plutôt des années 60, des tours, des gros bâtiments qui sont chauffage collectif et urbain, Batigère de la même manière, mais qui est plutôt en chauffage collectif, mais avec une production locale, ou du tout électrique, que ce soit Alpinière Habitat ou Lumière 3F, avoir une même approche autour d'un déploiement d'une infrastructure digitale, faire du pilotage énergétique intelligent et faire en sorte qu'avec cette épine dorsale, on partage d'autres fonctions d'usage. On continue. Slide suivante. Alors, la méthodologie générale, et ça c'est important, c'est nous, on n'est jamais parti de la solution. On a toujours posé avec les acteurs les besoins. Quels sont les besoins? Là, vous avez une image, c'est un atelier qui a été mené avec des locataires, d'accord? On est venu avec l'idée de dire, voilà, on voudrait faire du pilotage, on voudrait faire ça, on a un peu ces idées-là, et on a écouté leurs réactions. Et je pense que quand vous commencez à écouter les réactions à la fois des locataires, du gardien, des gens qui gèrent au sein d'un bailleur social la gestion de l'actif, ben, vous apercevez que le besoin, il est des fois très simple, des fois subtil et qu'il est pluriel. Voilà. On a travaillé sur la faisabilité technico-économique. On a aidé les maîtrises d'œuvre en rédigeant une notice technique SMART parce que c'était quand même quelque chose d'assez nouveau. Après, on a accompagné dans les consultations et on a fait le suivi de la mise en œuvre. Donc, les projets ils sont tous à des états différents. Mais finalement, on a été capable de mettre cette même approche. Slide suivante. Là, vous avez un premier bailleur qui est Batigère. Oui, on peut aller tout de suite à la slide suivante. Là, vous avez 64 logements, c'est une rénovation. Ce qui est intéressant simplement là-dedans, c'est de se dire que le bailleur, lui, ce qu'il a beaucoup voulu mettre en place, c'est du pilotage énergétique intelligent, un peu dans ce que montrait Vesta. Vesta, d'ailleurs, qui a concouru comme OGA sur ces projets-là. Certains ont été retenus, pas d'autres, mais c'est normal. Mais OGA a été retenu sur un projet, Vesta a été retenu justement sur ce projet. Et l'idée là, c'est vraiment de piloter à la fois le bâti et piloter l'espace qu'est le logement du locataire. Et la réflexion nous a amené avec Batigère de finalement, ce qui n'était pas le cas au départ, ils vont intéresser, enfin quand ils vont intéresser, ils vont individualiser les frais, la répartition des frais de chauffage pour que le locataire devienne partie prenante. Et dans 3 semaines, on a un atelier avec les locataires où on va présenter l'environnement applicatif et on va avec eux échanger là-dessus. Ça sera une deuxième rencontre. Slide suivante. Grand Dijon Habitat, on est pareil sur un 377 logements.
on va piloter du chauffage, on veut piloter l'espace intérieur des logements. Je vais aller à la slide suivante parce que ça va assez vite. Allô, on peut passer à la slide suivante? Merci. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir que… juste avant, mais bon, ça va trop vite. Voilà. L'idée, donc là, c'est de favoriser la réduction des consommations pour les charges des locataires. Donc, on retombe, on met du pilotage en plus d'une rénovation. Donc, on est toujours sur ce tandem. Mais finalement, là, ce que veut le bailleur, c'est essayer d'amener des réponses sur la tranquillité résidentielle. D'accord ? Et donc, de dire, puisque je vais avoir une infrastructure qui va être mise en place pour faire du pilotage de mon bâtiment, je vais sans doute amener d'autres fonctionnalités pour amener des réponses auprès de Madame Michu qui est locataire. Alors là, vous avez par exemple, Madame Michu, il y a un détecteur de présence, ou il y a un détecteur d'ouverture de porte, où j'ai des sons de température, où j'ai de l'information sur les compteurs qui sont connectés. Et ça, on va pouvoir détecter le fait qu'il y a une activité dans le logement de Madame Michu. Et s'il y a d'activité, tout va bien. S'il n'y a pas d'activité, on va sans doute construire un scénario d'alerte. Voilà. Deuxième élément qui est intéressant sur ce projet-là, c'est que ce bâtiment va être connecté à la ville. Et quand on aura un DAF qui sera connecté par cette infrastructure numérique, un DAF qui se déclenche, c'est le gardien qui est averti en plus de Madame Michu qui est locataire. Mais si j'ai 2 DAF dans le bâtiment qui sont connectés, ou 3, automatiquement l'information va revenir à la plateforme métropolitaine de la ville où on a tous les services centraux de la ville, la police, la préfecture qui est connectée là-dessus, les services d'intervention, SAMU, pompiers, etc. Et donc, automatiquement, il y aura un processus d'alerte et les pompiers pourront instantanément se rendre sur place. Donc, on commence à être en fait sur des stratégies où vous voyez bien qu'on est en train de dépasser le sujet du chauffage. On est en train d'utiliser cette infrastructure pour d'autres usages. En l'occurrence, là, c'est à la fois tranquillité résidentielle et à la fois une dimension qui est sur la sécurité. Slide suivante. Bon, je passe le détail. Là, il se trouve qu'on va… c'est un projet qui va être numérisé, c'est-à-dire qu'il y aura une maquette numérique, mais ce n'est pas l'objet de notre débat. On peut faire du smart sans avoir de maquette numérique, il faut être très clair. D'accord ? Donc, slide suivante. Donc, il y a d'autres fonctions qui vont être des fonctions d'alerte sur l'exploitation, un portail qui sera le portail du gestionnaire pour pouvoir avoir quelques informations sur des alertes. J'ai une pompe de relevage qui ne marche pas, j'ai un surpresseur qui, etc. J'ai ma chaufferie qui tombe en panne. Voilà, je vais remonter les informations. Et ça en lien avec le bailleur et l'exploitant. Slide suivante. Monsieur Rosier, on vous laisse aller 4 minutes, c'est un peu frustrant. 4 minutes, oui, alors allez-y, passez la slide suivante si on peut. Voilà. Bon, alors je passe, là vous avez une infrastructure, donc elle est R2S, c'est ça qui est important, elle mutualise et donc elle permet finalement l'évolutivité fonctionnelle, puisqu'en fait toutes les fonctions ne sont pas forcément livrées à la livraison du bâtiment, mais on pourra les rajouter. Allez-y, on poursuit. Je passe, hein. Alors là-dessus, puisque vous avez eu des schémas un peu techniques, vous voyez que vous retrouvez des objets qui sont un peu similaires à ceux que vous avez connus, avec qui est très commode dans la rénovation, c'est de pouvoir avoir des technologies sans fil, sans pile. C'est assez commode, vous en conviendrez. Et aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Slide suivante. Là, c'est ce que je montrais, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait, la ville est en train de penser finalement la convergence des données de plusieurs bâtiments. Là, vous avez le bâtiment que je vous ai présenté. Nous, on travaille sur un autre bâtiment avec la ville de Dijon qui sont des crèches, qui sont des crèches et surtout des écoles. On va, pareil, déployer une infrastructure, un pilotage énergétique et d'autres fonctions. Et vous avez un gros bâtiment qui est une école où là, on va mutualiser des espaces, faire de la gestion d'incidents. Et toutes ces données-là vont remonter demain. Toutes les données qui intéressent la ville vont remonter sur une plateforme Smart City de Dijon. Et dernier cas d'usage, c'est Alpizer Habitat, toujours dans ce projet Smart Eco-Réno. Là, on est en tout électrique. On va juste à la slide d'après. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, au départ, le projet était sur une stratégie de réduction de la consommation énergétique et des charges des locataires.
la réflexion, on a travaillé sur le besoin réel. Et finalement, on s'est dit, à travers des entretiens avec les occupants, parce qu'on a interviewé des occupants, il y avait des convecteurs qui étaient en place, qui avaient une certaine intelligence embarquée, mais qui n'étaient surtout pas ouverts, interopérables. On ne pouvait pas communiquer avec eux, et c'était un peu compliqué, finalement un peu coûteux de faire quelque chose autour de ça. Le locataire, il a dit, enfin, le bailleur a dit, attendez, moi, finalement, ce qui m'intéresserait, c'est de travailler sur le confort d'été. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, le confort d'été, c'est très important. Donc, quand on met une infrastructure digitale pour travailler sur le confort d'hiver et gagner en économie d'énergie, quelque part, on va aussi travailler sur le confort d'été. Et beaucoup de bailleurs aujourd'hui sont intéressés par ça. Et donc, la slide suivante, s'il vous plaît, et je vais terminer. Elle montre qu'on a déployé ça l'été dernier. Donc, une infrastructure. Alors, on aurait pu mettre une infrastructure plus light de type technologie LoRa, pour ceux qui connaissent. Mais là, volontairement, le bailleur a dit non, non, je veux mettre une épine dorsale numérique R2S, je veux mettre une infrastructure parce que demain, je veux ajouter de nouvelles fonctionnalités. Je ne vais pas m'en arrêter uniquement à ma question de gestion et d'analyse de mon confort estival. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que finalement, il a investi pour l'avenir. Donc, il a un peu surinvesti dans ce cas présent, parce qu'il aurait pu faire plus light, mais ce qui l'a intéressé, c'est d'avoir le next step. Et le next step, vous l'avez dans le schéma d'après, slide suivante, et je pense que j'aurai terminé. Non, alors celle d'après, on va laisser ça, tant pis. C'est qu'on voit finalement qu'après-demain, il va sans doute vouloir piloter ses volets roulants, parce qu'il va sans doute continuer à travailler sur le confort d'été. Il va vouloir travailler sur le pilotage de l'ECS pour réduire ses consommations sur l'eau chaude sanitaire. Il veut sans doute mettre une interphonie et suivre et centraliser à la fois ses consommations et ses aléas. Et donc, finalement, on lui permet cette évolutivité. En conclusion, et ça sera ma dernière slide, je crois, ben finalement, tout ce que je peux dire, c'est que, si je vais synthétiser, c'est que l'introduction du numérique et l'introduction d'une épine dorsale qui fait la convergence, même sur de l'existant, alors qu'au départ, ça semble être plus difficile, ça a fait l'unanimité auprès des bailleurs. Aujourd'hui, ils défendent cette idée-là. Donc ça, c'est important. Par contre, on a vu dans tous les projets que nous, on a passé 60 voire 75% de notre temps à faire de l'accompagnement. Accompagnement auprès pour améliorer sur les compétences, l'acculturation de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, travailler avec les exploitants, avec les prestataires de services, travailler sur qui va gérer le maintien en condition opérationnelle, travailler avec les locataires sur l'acceptabilité, parce que ça ne sert à rien de faire des choses qui seront contradictoires avec les attentes des locataires. Et en fait, vous avez tout un écosystème. Et un projet réussi, ce n'est pas un projet qui est techniquement réussi, c'est un projet qui a compris qu'il y avait une dimension de changement de tous les acteurs, en particulier de l'occupant. Voilà. Je vous remercie, j'ai été peut-être un tout petit peu trop long. Je peux répondre à des questions si nécessaire. Non, c'est parfait au niveau du timing. On vous remercie vivement. Effectivement, il y a peut-être une question, voire deux. Et c'est parfait parce qu'il nous reste justement 4 minutes. On tiendra le timing. Cécilia, je te laisse effectivement la retranscrire. Elle était posée dans le chat. Après, est-ce que c'est pour vous, Christian Rosier? On le verra. Merci Vincent. Donc effectivement, il restait une question. Comment faites-vous pour faire des relevés de consommation de chauffage de chaque pièce du logement? Je vois que Xavier Brunot avait répondu, donc je ne sais pas qui souhaite répondre à cette question. Les consommations, on peut les faire. Enfin, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde si on a déjà une instrumentation qui est déployée. Par exemple, si on a des compteurs Linky, on peut récupérer en local des compteurs Linky. On peut rajouter des éléments sur sur des index de compteurs d'eau. Voilà. Donc, on s'adapte au cas par cas. L'objectif, ce n'est pas de surinstrumenter, c'est d'utiliser déjà l'accès à certaines informations que nous avons. C'est ça qui est le maître mot. Ce n'est pas du tout techno, c'est de l'intelligence et le bon équilibre. Merci. Et Stéphane Labrosse, vous avez peut-être une deuxième question. J'avais une petite question. Où est le GRPD dans ces cas-là, le RGPD? Parce qu'en fait, on donne beaucoup de données et je suis un petit peu inquiet sur cette notion-là. Moi, si vous voulez, je peux commencer par répondre parce que vous avez raison.
c'est des gros débats qu'on a aujourd'hui, à la fois avec les locataires, mais en premier lieu au départ avec les bailleurs. Et je peux vous dire que les bailleurs sociaux ou les syndics de copropriété ont tous maintenant des DPO, donc des personnes qui sont en charge de ça. C'est très clair. Il y a quand même des règles du jeu. La RGPD, elle fait partie, quand on parle de R2S, il y a des critères qui sont liés à la RGPD. Nous n'utilisons que les données qui sont strictement utiles pour la fonction pour laquelle elle est attribuée. C'est-à-dire que si je dois utiliser des données pour faire du pilotage énergétique, c'est pour le pilotage énergétique, ce n'est pas pour détourner pour autre chose. Premier élément. Donc ça c'est important. Et donc, nous, on vérifie que les acteurs qui sont en place respectent ça. Ensuite, on fait signer d'une manière ou d'une autre le consentement auprès du locataire pour pouvoir accéder à certaines données. Donc, il est, à un moment donné, informé. Il peut refuser, et c'est tout à fait son droit de dire non, finalement, je ne veux pas. Voilà. Ensuite, quand on remonte certaines données énergétiques à l'échelle d'un bâtiment, elles sont tout le temps anonymisées, parce que souvent, ce qu'on cherche à faire, c'est avoir une consolidation. D'accord ? On peut, et on conserve des données en local pour le locataire qui, lui, a accès à ses propres données, mais le bailleur n'a pas forcément accès à ces données, sauf si le bailleur le demande auprès du locataire. Voilà. Donc, c'est très, 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 très strict tout ce qu'on fait autour de ça, et c'est fondamental. On doit être dans une relation de confiance, c'est le maître mot, la confiance. Rien ne doit être caché. Sinon, de toute façon, on va dans le mur. Merci. Merci beaucoup. Bon, ben voilà, il est quasiment 19h, moins 1 minute. Je tiens à remercier, et au nom de toute l'équipe de 5 à 7 de l'éco-construction, tous les intervenants, en particulier Stéphane Labrosse qui est à mes côtés, le président de la CAPEB Rhône et Grand Lyon. Un grand merci aussi à Emmanuel François qui est derrière moi parce qu'il nous a vraiment bien aidé à contribuer au succès, je crois, c'est vous qui nous le direz, de cette édition sur les 5 à 7 de l'éco-construction. Certes, on n'était que jusqu'à 35 personnes connectées pour 75 personnes inscrites. Mais il y avait Emmanuel François à nos côtés pour Smart Building Alliance, Thomas Gauthier pour Nodon, Stéphane Gagna pour OGA. On remercie Xavier Brunotte pour Vesta System. On souhaite bon vent à Cyril Banos de la société Panga et Christian Rosier également qui vient de terminer son intervention. La prochaine édition, et c'est la dernière slide, c'est en septembre 2020. On vous donnera la prochainement, 2021, autant pour moi, voilà. Et comment, pour interroger la filière bois, et notamment savoir comment elle prépare la RE 2020, et puis elle se prépare à la hausse escomptée de projets de construction bois, de rénovation avec la ressource bois. Emmanuel François, un tout dernier mot peut-être? Non, mais écoutez, merci encore de votre attention et pour la qualité de vos questions. Qui me montre qu'il y a de l'attention, il y a de la volonté d'y aller et aussi qui me démontre que ce qu'on fait avec la SBA a de l'utilité. Quand vous parlez des questions sur la RGPD, sur la cybersécurité, sur la résilience, sur les modèles économiques, sur l'évolutivité des systèmes, eh bien, c'est des sujets qu'on traite et c'est pour ça qu'effectivement, on a défini ces cadres de référence R2S qui sont des vrais cadres de convergence pour tous les acteurs industriels. Et il faut leur demander aujourd'hui, est-ce que votre solution permet aux bâtiments qu'on va implémenter d'être R2S? Et c'est fondamental parce qu'effectivement, en posant cette question, en leur demandant de déclarer qu'ils sont conformes, eh bien, vous aurez déjà la réponse à toutes ces questions. Merci. Merci, bonne soirée à tous. À bientôt. Merci. Merci. Merci, merci. Merci à vous. On va boire votre santé. Hein. N'était pas coupé. Allez, à bientôt.